L'histoire commence avec une voix nous expliquant que, dans ce monde, il existe des capacités. Ces capacités sont accordées par le fruit ancestral, celui que vous voyez à l'écran. Ensuite, la scène change pour nous présenter nos protagonistes, Alena, une jolie blonde amoureuse du héros, Light. Cependant, Light rêve de devenir un grand aventurier, le meilleur de tous. Il nous révèle qu'il a ce rêve depuis son enfance. À ce moment précis, ils se dirigent vers l'église pour manger leur premier et dernier fruit ancestral. En effet, il est révélé plus tard que manger plus d'un fruit entraîne la mort. Light demande alors à Lena quel type de capacité elle souhaiterait avoir. Lena, sans hésitation, répond qu'elle aimerait obtenir une capacité qui lui permette de rester à ses côtés. En entendant cela, Light semble satisfait et lui dit qu'il espère qu'ils deviendront tous deux des aventuriers. À l'église, Lena est nerveuse, tandis que Light est confiant, persuadé qu'il réussira. Il ouvre la porte en se disant qu'il deviendra le plus grand aventurier de l'histoire. Soudain, nous voyons quelqu'un couper des raisins. Il s'agit de Light lui-même, qui rêvait autrefois de devenir aventurier. Light décrit les raisins avec enthousiasme, expliquant leur parfait équilibre entre douceur et acidité. Cependant, il se rappelle qu'il souhaitait devenir aventurier. C'est alors qu'il est révélé qu'il travaille désormais comme agriculteur, car le jour où il a mangé le fruit ancestral, il a été doté de la capacité liée au fruit. On assiste alors à un flashback datant de 3 mois, le jour où il a mangé le fruit. Une nonne blonde leur fait une brève introduction sur les fruits ancestraux, expliquant qu'en mangeant ces fruits, ils débloqueront une capacité qui les aidera dans une profession qui leur correspond. Elle rappelle également qu'il est interdit de manger plus d'un fruit, car cela entraînerait une mort instantanée. La nonne mentionne que d'autres personnes ont essayé de le faire dans le passé et qu'elles en sont mortes. Lena demande alors à Light s'il savait cela. Light répond que oui, car tout aspirant aventurier devrait le savoir. Il est révélé que chaque aventurier possède une capacité incroyable. La nonne leur dit ensuite que recevoir une capacité est une bénédiction et qu'il n'y a rien à regretter. Lena, bien que nerveuse, mange son premier fruit. Il s'avère qu'elle a été bénie avec la capacité de la Sainte de l'Épée. La nonne blonde, stupéfaite, s'approche rapidement de Lena, lui disant qu'elle n'aurait jamais pensé voir une Sainte de l'Épée naître sous ses yeux. Elle informe le groupe que Lena est une élue, une personne qu'ils attendaient depuis longtemps. Rapidement, on lui demande de notifier les guildes. Lena se tourne vers Light en lui disant qu'il débloquera probablement une capacité de combat. Ensuite, le protagoniste mange son fruit. Il découvre qu'il a été béni avec la capacité de mettre des fruits. Une capacité qui, selon lui, est très éloignée du rêve d'être aventurier, car elle lui permet de récolter plus de fruits en moins de temps et d'accélérer leur culture. Light tombe sous le choc, sa vie semblant ruinée en un instant. Il demande s'il n'existe pas un moyen de retenter l'expérience, mais la nonne, sérieuse, lui rappelle qu'il est impossible de manger un autre fruit. Elle lui reproche également de ne pas avoir écouté ce qu'elle avait dit plus tôt. Alors qu'il reste abasourdi, Lena s'approche de lui pour le réconforter, lui disant qu'elle restera à ses côtés pour cultiver des terres ensemble et construire une plantation énorme. Mais la nonne, en colère, rétorque que Lena ne doit pas gâcher son don, car sa capacité est extrêmement rare, n'apparaissant qu'une fois par décennie. Elle insiste sur le fait que Lena doit devenir aventurière pour protéger le village. Contre son gré, la nonne emmène Lena, qui, tristement, demande à Light de s'entraîner en son nom. Le flashback se termine, et on retrouve Light, résigné, devenu le meilleur cultivateur de fruits du village. Il se lève pour vendre ses fruits, tout en se disant qu'il pourrait gagner plus d'argent si sa capacité pouvait marcher sur d'autres récoltes. Sur le chemin du retour, il tombe sur un poster de Lena annonçant qu'elle a été promue au rang S en un temps record. À ce moment-là, des enfants apparaissent, partageant le même rêve que Light, devenir aventurier. Cependant, on voit que Light n'a pas abandonné son rêve et s'entraîne seul avec une épée. Il se dit que, malgré l'absence d'une capacité de combat, il trouvera un moyen de devenir aventurier. Pour se réconforter, il décide qu'il deviendra aventurier s'il réussit à couper un tronc en deux. Mais après un essai raté, il tombe au sol, réalisant qu'il n'en est pas capable. Il pense alors à Lena, se demandant si elle l'a peut-être déjà oublié, 3 mois ayant passé depuis son départ. C'est alors qu'on découvre Ayla, une fillette sans capacité, vivant avec Light. Un flashback montre que le chef du village l'a confiée à lui, et depuis, ils vivent ensemble. Ayla est devenue une sorte de bras droit pour Light, l'aidant dans les tâches ménagères. Elle lui annonce que le dîner est prêt et l'invite à le goûter. Elle lui demande comment s'est passée la récolte, et Light lui répond que tout s'est bien déroulé, en particulier grâce à sa capacité. Il lui confie qu'il économise pour acheter une épée adaptée, car il ne renonce pas à son rêve de devenir aventurier. Light explique également à Ayla qu'il a séparé les fruits bénis dans des caisses marquées par des croix et des têtes de mort, lui demandant de ne pas les manger sans son autorisation. Cependant, Ayla, inquiète, lui avoue qu'elle a utilisé l'un de ses fruits pour préparer le ragoût du dîner. Le protagoniste est choqué et demande à Ayla comment elle a pu utiliser des fruits dotés de capacités dans la nourriture. Un peu nerveuse, Ayla répond qu'ils avaient l'air délicieux. À ce moment, un flashback lui revient,
Les paroles de la nonne qui disait que manger un deuxième fruit pouvait causer une mort certaine. Alors que Light commence à briller et ressent une chaleur intense, il s'effondre. Ayla accourt, paniquée. Dans ses supposées dernières paroles, Light prend la responsabilité, disant que c'est de sa faute de ne pas lui avoir expliqué les fruits dotés de capacités. Il ajoute qu'elle n'a rien fait de mal avant de mourir. Mais tout cela n'était qu'une illusion. Light revient à lui et, confus, demande pourquoi il n'est pas mort. À cet instant, il débloque la capacité tant rêvée, le pouvoir du dieu de l'épée. Simultanément, la nonne, même à distance, sent ce qui vient de se produire. De son côté, Ayla commence également à briller. Elle obtient la capacité d'évaluation, ce qui lui permet de percevoir les capacités cachées des autres. En observant Light, elle découvre qu'il est immunisé aux effets mortels des fruits grâce à sa première capacité, le maître des fruits. Cela lui a permis de manger un deuxième fruit et de débloquer la capacité du dieu de l'épée. Ayla informe Light que son pouvoir d'attaque augmentera considérablement lorsqu'il manie une épée. Light, excité, prend son épée et s'entraîne à nouveau à couper un tronc. Une lumière l'entoure, et cette fois, il réussit à le couper en deux d'un seul coup. Il réalise même que son coup a aussi sectionné un tronc plus grand situé derrière. Émerveillé, il se dit qu'il est probablement la seule personne au monde à posséder deux capacités. Le lendemain, la scène change. Light et Ayla savourent un grand morceau de pizza et se dirigent vers la guilde. Ayla, pleine de joie, exprime son excitation de visiter cet endroit pour la première fois. Light lui explique comment fonctionnent les récompenses, mais Ayla, gourmande, semble davantage attirée par les descriptions des mets. En cherchant des informations, Light tombe sur un portrait de Lena, magnifique avec son épée et son uniforme. Il confie qu'il aimerait la revoir, car elle lui manque. Il dit à Ayla de s'asseoir sur un banc et de l'attendre pendant qu'il va chercher une quête à l'accueil. Pendant son absence, Ayla profite de l'occasion pour utiliser sa compétence d'évaluation sur toutes les personnes présentes à la guilde. Elle est émerveillée par la diversité des compétences existantes, mais elle est également choquée par l'inutilité de certaines d'entre elles, comme ce type qui a une compétence qui lui inflige des dégâts. À ce moment-là, elle entend un tumulte près de l'accueil, alors elle jette un coup d'œil et découvre Light au milieu d'une dispute avec un des aventuriers de la guilde. L'un d'eux reconnaît Light et se moque de lui, disant qu'il était le gars qui vendait des fruits. Juste au moment où la tension monte, Ayla revient. Light, détendu, lui demande calmement de partir, ignorant les provocations des hommes. Un jeune homme, piqué par la provocation, dégaine son épée et tente d'attaquer Light. Cependant, Light bloque facilement l'attaque. Il réalise alors que tenir une épée améliore drastiquement ses capacités, même sous sa forme de base. Les amis de l'agresseur comprennent rapidement la situation et le persuadent de battre en retraite. Light, satisfait, annonce à Ayla qu'ils ont obtenu leur première mission, éliminer un Slim. Grâce à la capacité d'évaluation d'Ayla, il découvre que le Slim possède une défense très élevée. Light, furtif, s'approche du Slim, sort son épée, et le tranche en un seul coup. Il constate que sa vitesse a également augmenté en plus de sa force. Ayla, un peu coupable d'avoir blessé la créature, change rapidement d'avis lorsque Light la motive en parlant des récompenses, 10 pièces. Enthousiaste, elle l'encourage à continuer. Alors qu'il progresse, un cri retentit. Le groupe découvre que le jeune agresseur est attaqué par un ogre. L'ogre frappe violemment, projetant l'homme au loin. Light décide d'intervenir. Ayla lui signale que l'ogre semble désormais focalisé sur lui. Un peu nerveux, Light esquive habilement les attaques, mais Ayla lui rappelle que la capacité du dieu de l'épée augmente uniquement son attaque, pas sa défense physique. Un coup direct de l'ogre pourrait lui être fatal. Light se prépare à attaquer, se remémorant Lena, déterminé à réussir, peu importe le prix. Il active pleinement son pouvoir et, avec un seul coup d'épée, terrasse l'ogre. Le monstre ne bouge plus, et le danger est écarté. Ayla court vers Light pour s'assurer qu'il va bien. La scène change, et les agresseurs, initialement en fuite, reviennent pour observer la bataille. Light retourne à la guilde, où tous sont stupéfaits d'apprendre qu'il a non seulement vaincu le Slim, mais également un ogre. La réceptionniste lui demande d'attendre un instant. Les amis du jeune homme agressif s'approchent alors de Light, mais un événement inattendu interrompt la conversation. Lena fait son retour au sein de la guilde. En la voyant, Light bondit à travers la foule pour la rejoindre. Cependant, Lena déclare qu'il la confond avec quelqu'un d'autre. Light, choqué, reste figé. Light est dévasté et ne peut pas croire que Lena l'ait oublié après seulement 3 mois. Il reste là, bouche bée. Ayla, ne comprenant pas ce qui ne va pas, essaie de lui remonter le moral en lui proposant d'aller manger une pizza ensemble. Elle insiste, mais Light reste déprimé, alors Ayla le menace de manger toute la pizza si elle n'arrive pas à le secouer. Light a dépensé beaucoup d'argent pour cette pizza, alors, malgré sa tristesse concernant Lena, il ne peut pas se permettre de la gaspiller. Cependant, il mange si vite qu'il finit par s'étouffer, mais heureusement, quelqu'un lui tend un verre d'eau. En levant les yeux pour remercier la personne, il découvre, à sa grande surprise, que c'est Lena. Il est sur le point de crier son nom, mais Lena lui couvre la bouche et lui dit de rester silencieux, sinon Groose les entendra. Elle s'assoit à leur table,
et Ayla se présente puisqu'elle rencontre Lena pour la première fois. Sans tarder, Light demande à Lena ce qu'elle fait à la guilde. En réalité, Lena se posait la même question à propos de Light, car elle ne s'attendait pas à le voir à la guilde. Light explique fièrement qu'il est devenu aventurier avec Ayla et raconte toute l'histoire de l'incident du fruit de compétence qui lui a permis d'acquérir une seconde compétence. Lena semble sincèrement heureuse pour lui, car cela signifie qu'il peut enfin réaliser son rêve. Light demande alors à Lena comment se passe son temps avec le groupe de rang S, Sacred. Mais à en juger par son expression, cela ne semble pas très agréable. Elle explique qu'elle est essentiellement forcée de combattre avec un groupe de personnes sélectionnées par la Sainte Sœur. Bien que la paix soit excellente, l'atmosphère est plus toxique que du monoxyde de carbone. Elle conseille donc à Light de rester loin de Sacred s'il veut profiter de sa vie d'aventurier. Light, perplexe, ne comprend pas ce qui cloche avec Sacred, car il en a entendu beaucoup de bien. Lena raconte alors un incident survenu 2 mois plus tôt, lorsqu'ils ont affronté un serpent géant. Les serpents étant faibles au feu, Groose a ordonné au mage de l'attaquer, mais ce dernier a été trop zélé et a également incendié une ferme voisine. Quand Lena a voulu signaler l'incendie pour l'éteindre, Groose n'en avait rien à faire, considérant que leur mission était accomplie une fois le serpent tué. La Sainte Sœur, informée de l'incident, s'en préoccupait encore moins, disant que seule leur gloire en tant que héros comptait. Lena ne révèle pas directement à Light les idéaux tordus de son équipe, mais il devine qu'elle est malheureuse. Il lui propose alors de se joindre à lui et à Ayla, mais elle refuse, disant qu'elle ne peut pas quitter Sacred à cause de certaines circonstances. Même si elle affirme que tout va bien, Light remarque ses larmes et sait que quelque chose ne va pas. Lena, ne voulant pas l'impliquer dans ses problèmes, quitte la table. Plus tard, Light se rend au comptoir pour récupérer sa récompense pour avoir tué l'ogre et reçoit 10 000 pièces d'or, une somme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cependant, il ne peut pas se réjouir, étant préoccupé par Lena. Ayla suggère alors qu'il parle directement à Groose, le chef du groupe Sacred, dont la porte du salon est ouverte. Dans le salon, Groose se vante de ses exploits devant 2 dames, racontant notamment comment il a terrassé un grizzly maléfique. La réceptionniste entre pour l'informer qu'un village a porté plainte contre lui. Ils affirment que l'attaque de feu utilisée par Sacred a asséché leur réservoir d'eau. Groose balaie la plainte en prétextant que les dommages collatéraux sont inévitables. En réalité, il prend plaisir à causer des problèmes aux faibles, qu'il considère comme insignifiants. Light, ayant tout entendu, est furieux. Il exige que Groose libère Lena de Sacred, voyant qu'elle souffre, mais Groose ne le prend pas au sérieux et appelle la sécurité pour expulser Light du salon. Ayla se précipite aux côtés de Light pour lui demander s'il va bien, et Light répond qu'il n'a rien de grave. Cependant, les autres aventuriers avertissent Light qu'il ne faut pas provoquer Groose. Même s'il est exécrable, l'énervé reviendrait à s'attirer les foudres de la Sainte Sœur. Et si elle a une dent contre vous, vous pouvez dire adieu à votre carrière d'aventurier. Le lendemain, tous les membres de Sacred se réunissent dans le salon, où ils savourent leur grandeur autoproclamée. Lena, cependant, repense à ce que Light lui a dit à propos de quitter Sacred si cela la rendait si malheureuse. Elle finit par rassembler son courage et déclare à tout le monde qu'elle souhaite vivre selon son propre code moral en tant qu'aventurière, raison pour laquelle elle quitte Sacred immédiatement. Alors qu'elle s'apprête à partir, Groose se précipite devant elle et menace de la tuer pour avoir osé le défier. Lena est sur le point de dégainer son épée pour se défendre, mais elle réalise qu'avec sa compétence de sainte épéiste, il lui serait toujours impossible de vaincre Groose en combat singulier. Elle est donc contrainte de se soumettre et retire sa main de son arme. Groose lui assène une gifle qui la projette au sol, puis commence un discours moralisateur à moitié convaincant sur la nécessité de persévérer pour le bien des gens que leur groupe sauvera à l'avenir. Il affirme qu'elle devra persévérer jusqu'au jour où elle mourra au combat. Ce même jour, le groupe Sacred est sur le point de quitter la ville, et Lena s'est résignée à une vie d'asservissement sous les ordres de Groose. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à partir, leur chemin est bloqué par Light. Groose lui demande pourquoi il se tient en travers de leur chemin. Light déclare alors qu'il est venu chercher son ami. Il dit à Lena qu'Ayla et lui prévoit de chasser des monstres et qu'ils aimeraient qu'elle les accompagne. Après tout, ils ont fait une promesse, devenir aventuriers ensemble, et il a l'intention de tenir cette promesse. Lena se souvient de cette promesse et aimerait suivre Light, mais elle n'a pas la force de s'opposer à Groose. Elle demande donc à Light de la laisser tranquille avant qu'il ne se blesse. Groose, voyant que Lena rejette l'offre de Light, tente de le faire partir, mais Light refuse d'abandonner. À la place, il déclare vouloir un duel avec Groose pour obtenir la liberté de Lena. Groose refuse d'abord, affirmant qu'il n'a aucune raison de combattre un inconnu. Mais Light le provoque en insinuant qu'il a peur de perdre contre un simple inconnu. Ne pouvant tolérer un tel affront public, Groose accepte finalement le duel, prévoyant de faire de Light un exemple. Il impose cependant une condition, si Light perd, il sera banni de la guilde des aventuriers pour toujours et ne pourra plus jamais remettre les pieds en ville. Light accepte ces conditions, mais Lena tente de le dissuader, car elle pense qu'il ne peut pas gagner un duel à l'épée contre Groose. Le combat commence, et Groose dégaine son épée. Avant qu'il n'attaque, Ayla scanne ses compétences et avertit Light que Groose possède la compétence vitesse divine,
qui lui permet de combler la distance avec son adversaire presque instantanément. Light se prépare avec son épée, mais pour équilibrer les choses, il annonce qu'il possède les compétences maître des fruits et dieu de l'épée. Groose ne le croit pas, jugeant impossible que quelqu'un puisse avoir deux compétences. Groose se précipite pour attaquer, et Light peine à voir venir le coup, mais il parvient à le bloquer. Groose enchaîne alors les attaques, forçant Light à adopter une posture défensive, incapable de suivre le rythme. Light finit par créer un peu de distance entre eux, mais celle-ci est de courte durée, car Groose apparaît derrière lui et lui assène un coup de genou dans le flanc. Où qu'il soit sur le champ de bataille, Groose peut apparaître instantanément à portée. Il n'y a aucun endroit sûr pour Light. Light reconnaît que Groose est incroyablement fort, mais il refuse d'abandonner et charge à nouveau. Malheureusement, Groose esquive son attaque et, profitant du déséquilibre de Light, détruit son épée. Avec son arme détruite, Light semble en mauvaise posture. Pourtant, Groose, magnanime, propose d'épargner Light si Lena jure de lui être loyale pour le reste de sa vie. Mais Light assure à Lena qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il trouvera un moyen de gagner. Face à la foi que Lena place en lui, Light refuse de céder. Ne trouvant pas d'arme, il emprunte un balai à un spectateur pour continuer le combat. Groose pense que Light se moque de lui, et il n'a pas tout à fait tort, car Light aurait facilement pu emprunter l'épée de Lena. Pourtant, Light est pleinement convaincu qu'il peut vaincre Groose avec ce balai. Il commence alors à visualiser le balai comme une épée et se prépare aux attaques de Groose. Jusqu'à présent, Light était en difficulté parce qu'il se concentrait trop sur les mouvements de Groose. Cependant, grâce à sa compétence de dieu de l'épée, il possède des réflexes incroyables. Cette fois, il décide de se laisser guider par son instinct et d'attaquer au bon moment. Avec cette nouvelle stratégie, le corps de Light réagit automatiquement dès que Groose se trouve à portée. Il utilise alors le balai pour frapper Groose au visage si fort qu'il est projeté contre un mur de briques. Groose s'effondre, inconscient, et Light est officiellement déclaré vainqueur du duel. Pour bien marquer son point, Light se tourne vers les autres membres de sa crède et les avertit, s'ils osent s'en prendre à Lena à nouveau, ils devront affronter sa colère. Il se retourne ensuite vers Lena et lui annonce qu'elle est enfin libre. Une fois encore, il l'invitait à rejoindre son équipe, et Lena accepte avec joie. Une semaine s'est écoulée depuis le duel entre Light et Groose, et peu de choses ont changé. Light continue de faire pousser ses fruits, son activité principale, mais il est désormais accompagné de Lena, ce qui le rend beaucoup plus heureux. Lena a préparé le déjeuner pour tout le monde, et pendant qu'il mange, elle interroge Light sur les blessures qu'il a subies en affrontant Groose. Light lui assure qu'il se sent très bien maintenant et qu'il peut enfin partir en mission avec elle. Cela aurait normalement été un rêve devenu réalité pour Light, mais un problème persiste. De temps en temps, Lena reçoit la visite d'un émissaire envoyé par la Sainte Sœur. Depuis une semaine, ces émissaires tentent de convaincre Lena de rencontrer la Sainte Sœur pour discuter de sa décision de quitter sa crède. Lena refuse catégoriquement, affirmant qu'il n'y a rien à discuter et que rien ne pourra lui faire changer d'avis. Malheureusement, en raison de la rancune de la Sainte Sœur à leur égard, Lena et Light sont désormais ciblés. Quand ils se rendent à la guilde pour choisir une quête, ils ne se voient proposer que les pires missions, comme tuer des rats dans les égouts. Ces tâches paient très peu, et leurs finances deviennent difficiles. Pourtant, Lena ne semble pas contrariée. Cela lui permet d'aider directement les gens en reconstruisant des maisons détruites, en nettoyant les égouts ou en retrouvant des chats disparus. À la fin de la journée, ils n'ont gagné que 100 pièces, à peine de quoi acheter 3 pizzas. Mais même avec un salaire aussi bas, Lena est beaucoup plus heureuse maintenant qu'elle peut véritablement rendre les gens heureux. De son côté, Light s'amuse plus que jamais. Pendant ce temps, dans la cathédrale de la Sainte Sœur, celle-ci informe son assistant qu'elle prévoit de confier à l'équipe de Lena une vraie mission très bientôt. Cependant, cette mission est de rang S, l'un des niveaux les plus difficiles. Il est possible qu'elle espère secrètement que Light y trouve la mort. Light, Ayla et Lena, heureux, ils se rendent à la guilde des aventuriers pour s'inscrire officiellement à la mission de rang S, impatients d'avoir enfin l'opportunité de prouver leur valeur, même si les intentions de la Sainte Sœur derrière cette tâche sont malveillantes. Le réceptionniste de la guilde leur demande s'ils sont vraiment sûrs de vouloir s'engager et s'ils seront capables de gérer une telle mission. Light répond en affirmant que leur équipe est assez forte pour relever ce défi. Le réceptionniste le remercie pour son courage et lui conseille d'agir rapidement, car chaque minute compte. Lena interroge le réceptionniste sur les détails de la mission, notamment le type de monstre qu'ils devront affronter, mais celui-ci avoue ne rien savoir à ce sujet. Il explique que, il y a 2 mois, une équipe d'aventuriers s'était rendue dans la vallée obscure pour effectuer un recensement des monstres, mais n'était jamais revenue, disparaissant complètement. Pour les retrouver, d'autres équipes d'aventuriers avaient été envoyées, mais elles aussi avaient disparu, l'une après l'autre. Au total, 18 aventuriers de rang AB ont disparu en 2 mois, ce qui fait hésiter Light, qui ne s'attendait pas à une mission aussi imprévisible et effrayante. En consultant la liste des aventuriers disparus, Lena reconnaît certains d'entre eux comme ses anciens mentors, ceux qui lui ont tout appris lorsqu'elle a commencé sa carrière d'aventurière dans cette ville. Personne ne sait ce qui se passe dans cette région,
et la seule information connue est que tous les aventuriers disparus se sont rendus dans l'ancien manoir du comte de Mont. Le manoir, qui semble hanté, a été construit il y a 30 ans par un homme ayant fait fortune en tant qu'aventurier. Cependant, aucun document n'indique quelles compétences il possédait. Lorsque le comte est décédé il y a quelques années, le manoir a été laissé à l'abandon. Le réceptionniste informe de nouveau le groupe de Light sur les conditions de la quête, ils doivent retrouver tous les aventuriers disparus et déterminer la cause de leur disparition. En apprenant tout cela, Lena est convaincue que la Sainte Sœur leur a attribué cette mission pour les faire disparaître à leur tour. Elle demande au réceptionniste pourquoi la guilde proposerait une telle quête, qui n'est même pas adaptée aux aventuriers de rang B, et encore moins à des novices comme Light et Ayla. Le réceptionniste est d'accord avec Lena, mais explique qu'il ne peut rien y faire, car cette mission a été imposée par les supérieurs. Lena envisage alors de se retirer, mais Light a d'autres plans, il est intrigué par l'idée de se rendre dans cette vallée mystérieuse et encore plus par celle d'explorer le fameux manoir hanté. Avant de les laisser partir, le réceptionniste leur demande s'ils comptent emmener la petite fille avec eux. Light répond que la fillette est fiable et possède la compétence d'évaluation. Avec les procédures officielles terminées, le groupe se met en route. Une fois sur les lieux, ne voyant pas de chemin visible pour atteindre le manoir, le groupe emprunte un sentier de montagne étroit. En s'approchant, Light se demande comment un simple aventurier a pu gagner assez d'argent pour construire un tel château. Chacun commence à partager ses rêves sur ce qu'il ferait avec une grande fortune. Trop excité, Ayla trébuche accidentellement et tombe du bord, entraînant Light et Lena avec elle. Grâce à sa vivacité d'esprit, Light ralentit leur chute en manipulant la pression de l'air avec son épée, leur permettant d'atterrir sur leurs pieds. Mais à peine ont-ils touché le sol qu'ils se retrouvent entourés de monstres effrayants. En observant de plus près, Light réalise qu'il s'agit de versions zombifiées des aventuriers disparus. Ayla utilise sa compétence d'évaluation et découvre que ces créatures sont des morts-vivants porteurs d'une malédiction capable de transformer tout être vivant en mort-vivant par une simple morsure. Elle détermine également que ces morts-vivants conservent les compétences qu'ils possédaient de leurs vivants, rendant le combat encore plus périlleux. Light hésite, ne voulant pas blesser ses compagnons aventuriers transformés, mais cette hésitation manque de lui coûter cher lorsqu'un zombie s'approche dangereusement pour le mordre. Heureusement, Lena intervient à temps, éliminant la créature tout en priant pour le repos de son âme. Elle convainc Light que la seule façon de libérer ces pauvres âmes est de les envoyer dans l'au-delà. Light finit par accepter, mais lorsque les rangs des morts-vivants commencent à grossir, il décide de les ignorer pour se réfugier à l'intérieur du manoir. Cependant, ils y trouvent encore plus de morts-vivants les attendant. Imperturbable, Lena se lance dans une démonstration de son incroyable maîtrise de l'épée, laissant Light et Ayla impressionnés. Cette démonstration rappelle à Light que son ami d'enfance est toujours plusieurs pas devant lui. Pour devenir son égal, il décide de redoubler d'efforts et se joint à elle dans la bataille, éliminant les monstres à ses côtés. Cependant, dans l'excitation du combat, il oublie de protéger Ayla, qui se retrouve menacée par un mort-vivant en armure. Lena intervient une fois de plus, frappant avec précision les failles de l'armure et neutralisant l'ennemi d'un seul coup. Avec le rez-de-chaussée dégagé, Lena propose de monter au deuxième étage. Mais avant cela, Light se demande pourquoi il y a tant de morts-vivants alors que seulement 18 aventuriers ont été portés disparus. Lena conclut que d'autres morts-vivants sauvages se sont probablement mélangés aux aventuriers zombifiés. Déterminé à percer le mystère, il monte au deuxième étage et découvre un immense tableau représentant le défunt comte. Alors qu'ils avancent, une mystérieuse femme aux cheveux étrangement longs danse dans l'ombre, attendant leur arrivée. En traversant un passage sinistre, ils sont attaqués par des zombies surgissant des ténèbres, compliquant leur défense. Light remarque que certains zombies semblent agir de manière autonome. Ayla utilise sa compétence d'évaluation et découvre que les zombies sont contrôlés, probablement par un maître. En examinant les environs, Light remarque des fils de toile d'araignée menant à un couloir sombre. Ayla confirme que ces fils transmettent de la magie aux zombies. Comprenant que le maître des zombies se trouve probablement au bout du couloir, il décide de foncer. Ils arrivent devant une grande portée, en l'ouvrant, découvrent une pièce vide. Lena leur apprend qu'il s'agit d'une salle de bal. Pendant que Light s'égare dans des pensées absurdes sur le sport, la maîtresse des zombies, la femme dansante, se dévoile. Elle les accueille en affirmant qu'elle les attendait depuis longtemps. Light, se sentant héroïque, exige de savoir qui elle est. Sans tarder, elle se présente, Dratna, membre d'un groupe maléfique appelé Black Swan. Alors que Light sous-estime Dratna en pensant qu'elle serait une proie facile, il se rend compte trop tard qu'il est entouré d'une armée de zombies, prêts à faire face à une confrontation terrifiante. Ayla, grâce à sa compétence d'évaluation, découvre rapidement que Dratna est une nécromancienne capable de contrôler des corps sans vie et des monstres de type esprit. Elle peut également utiliser les compétences de ces créatures, ce qui la rend redoutable. En apprenant que ses pouvoirs ont été démasqués, Dratna s'imagine déjà faire taire Ayla, qu'elle considère comme un agaçant perroquet bavard. Light, réalisant que le combat sera difficile, tente d'éviter une confrontation en essayant de convaincre Dratna de se joindre à eux. Mais à sa grande surprise, elle révèle que sa mission est de mettre fin à sa vie misérable. Sans perdre de temps,
Elle envoie des zombies l'attaquer depuis les hauteurs, mais Light les tranche avec habileté. Il lui demande qui l'a envoyé, mais elle refuse de répondre tout en se préparant à une attaque. En parallèle, Light interroge Lena au sujet de Black Swan. Elle avoue ne jamais avoir entendu parler de ce groupe ni de quelqu'un possédant des compétences de nécromancie comme celles de Dratna. Agacée par leurs questions, Dratna passe à une attaque totale. Tandis que les monstres se jettent sur eux, Light et Lena les éliminent un à un. Observant leur coordination, Dratna décide de les séparer en envoyant Brock et Shura, deux anciens amis de Lena, transformés en zombies. En voyant ces visages familiers, Lena est submergée par l'émotion et reste figée. Ayla, inquiète, rappelle à Lena que ces zombies possèdent des compétences redoutables, Brock a des griffes acérées, et Shura peut créer des doubles d'elle-même lors de ses attaques. Mais Lena, perdue dans ses souvenirs de leurs moments passés ensemble, hésite à les affronter. Pendant ce temps, Dratna, furieuse de l'intervention d'Ayla, envoie des zombies pour l'attaquer. Heureusement, Light intervient à temps, défendant Ayla tout en combattant les assauts incessants des créatures. Malgré la difficulté de protéger Ayla tout en se battant, il tient bon. De son côté, Lena se remémore l'accueil chaleureux que Brock et Shura lui avaient réservé lorsqu'elle était arrivée dans la ville sainte. Résolue à leur offrir un dernier hommage digne, elle coupe les fils magiques qui les contrôlent avant de leur donner un repos définitif. Avec ses anciens amis enfin en paix, Lena se retourne pour voir Light et Ayla toujours aux prises avec les zombies. Light, épuisé après avoir affronté de nombreux ennemis, se rend compte qu'il est difficile de combattre tout en protégeant Ayla. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit, les zombies ont-ils été créés par nécromancie? Ayla utilise son évaluation sur Dratna et confirme que cette dernière ne peut que contrôler les zombies, sans pouvoir en créer. Une nouvelle question surgit, d'où viennent ces créatures? Avant qu'Ayla puisse approfondir sa recherche, Dratna, sentant que son secret est en danger, envoie d'autres zombies attaquer Ayla. Mais Light intervient de nouveau, protégeant Ayla et lui demandant de grimper sur son dos. Ensemble, ils continuent de repousser les zombies tout en espérant mettre fin au règne de Dratna et rendre ses âmes à leur véritable maître dans l'au-delà. Light poursuit sa lutte acharnée tandis qu'Ayla tente de découvrir pourquoi il y a tant de morts vivants. Light, pour offrir une meilleure vue à Ayla, s'élance et se suspend à un chandelier, mais n'étant pas habitué à l'effort physique, son bras commence à lui faire mal. Heureusement, Ayla parvient à trouver un mort-vivant qui utilise la magie d'invocation. Dratna remarque qu'ils sont sur le point de percer son secret, alors que Light est choqué de voir que le mort-vivant invoquant les zombies c'est nul autre que le comte lui-même. De plus, sur l'un des balcons se tient une figure terrifiante ressemblant à un dieu de la mort ou une faucheuse, un monstre dangereux qui transforme les vivants en morts-vivants. La créature attaque Light, mais il parvient à esquiver, sachant que tout contact avec sa boue ou sa faux le condamnerait à devenir un mort-vivant. Les garçons pensent que Dratna contrôle la faucheuse, mais elle révèle que c'est en réalité le comte qui l'a invoqué. Cependant, il est finalement devenu un mort-vivant à cause de son propre monstre. Light comprend alors que les disparitions ont commencé parce que le comte invoquait la faucheuse. Tous les aventuriers venus sur place ont rencontré une fin tragique face à elle. Troublé, Light se demande pourquoi un aventurier aussi accompli que le comte aurait invoqué un tel monstre. Dratna lui explique que Light est naïf, cherchant toujours à voir le bon côté des choses. Elle lui demande s'il connaît les compétences tabous, précisant que leur possession entraîne le rejet et la haine des autres. L'invocation, compétence du comte, est l'une de ses aptitudes tabous. D'abord traité en héros grâce à son pouvoir, le comte a commencé à susciter la méfiance lorsqu'il a invoqué des monstres puissants. Les gens ont alors imaginé qu'il pourrait un jour se retourner contre eux, ce qui a conduit le peuple et le gouvernement à le craindre et à l'accuser à tort de trahison. Light comprend que le comte s'est réfugié dans ce lieu isolé pour fuir cette persécution. Dratna raconte que malgré cela, des assassins ont continué à venir pour l'éliminer, sous prétexte d'enquêter sur la densité des monstres. Le comte aurait peut-être invoqué le monstre pour effrayer les intrus, ou peut-être avait-il décidé qu'il était temps que tous périssent. Light découvre avec surprise que la guilde ne leur a jamais parlé de cette histoire. Dratna, satisfaite, lui révèle qu'avec sa compétence de nécromancienne, elle peut contrôler l'invocateur et manipuler un nombre infini de marionnettes. Light, inquiet, réfléchit aux conséquences de sa propre compétence, maître des fruits, qui lui permettrait d'obtenir des capacités infinies. Il craint de connaître le même sort que le comte. Ayla lui demande s'il va bien, et Light décide de se concentrer sur la protection d'Ayla. Alors que Light continue de combattre les morts vivants, il révèle à Ayla qu'il n'attaque qu'avec un schéma précis jusqu'à ce qu'il reçoive de nouvelles instructions. Cela lui donne l'idée de détourner l'attention de Dratna, permettant ainsi à Lena de détruire la faucheuse. Dratna est bouleversée de voir son monstre vaincu, et Light élimine rapidement le comte. Avant de disparaître, ce dernier confie qu'il déteste les compétences et avertit Light qu'il subira le même sort. Mais Light refuse de finir comme lui. Dratna, déterminé, utilise les restes du comte pour invoquer un nouveau monstre avant sa disparition complète. Les garçons ressentent un immense pouvoir en cours d'invocation, et tous les morts vivants présents disparaissent. Devant eux apparaît un énorme dragon squelettique. Dratna est stupéfaite de voir que le monstre qu'elle a invoqué est bien plus grand et puissant qu'elle ne l'avait imaginé. Cependant,
elle réalise qu'elle n'a aucun contrôle sur lui. Lena, quant à elle, ignorait l'existence des dragons maléfiques ou pensait qu'ils n'étaient que des légendes. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'ils représentent des cibles d'un niveau si élevé que même les aventuriers de rang S ne s'en approchent pas. Ayla avertit ses amis qu'ils ne doivent pas affronter cette créature, car le dragon maléfique est résistant aux attaques tranchantes. Malgré cela, Light refuse d'abandonner et tente une attaque avec son coup démoniaque, mais son épée se brise. Il esquive de justesse une attaque du dragon et se demande ce qu'il pourrait bien faire contre une telle menace. Ayla propose alors une idée, il montre à Light une des fameuses fruits de compétence. Lena, surprise, demande pourquoi Ayla possède un tel fruit, tandis que Dratna, impressionnée par le dragon qu'elle ne peut contrôler, finit par s'évanouir. Un mystérieux individu surgit à ce moment et emporte Dratna. Le dragon maléfique attaque les garçons. Light, après avoir esquivé, déclare qu'il n'a d'autre choix que de manger l'un des fruits dans l'espoir d'obtenir une compétence utile. Lena s'oppose à cette idée, la jugeant trop risquée, car le fruit pourrait lui conférer une compétence incompatible avec ses aptitudes. Light lui répond qu'ils n'ont pas d'autre alternative et qu'il ne craint rien grâce à sa compétence de maître des fruits, qui le rend immunisé contre leur poison. En mangeant le fruit, il ressent une sensation inquiétante. Pendant que Lena bloque les attaques du dragon, Ayla évalue la nouvelle compétence de Light et lui annonce qu'il a obtenu une résistance aux insectes. Light, sarcastique, demande si, par hasard, les dragons pourraient être considérés comme des insectes. Le dragon continue de les attaquer, et Lena protège autant qu'elle peut le groupe. Light, désespéré, demande à Ayla 2 fruits supplémentaires. Bien qu'Ayla soit terrifiée par les possibles effets sur le corps de Light, il n'a pas le temps d'hésiter. Light mange les 2 fruits. Ayla l'évalue à nouveau et, ironiquement, l'envie pour une compétence appelée charmeur de chat, bien qu'elle soit inutile dans la situation actuelle. En revanche, sa deuxième compétence augmente la durabilité des armes, mais cela arrive trop tard, son épée étant déjà brisée. Soudain, le corps de Light commence à brûler, car les effets secondaires des fruits doublent lorsqu'ils sont consommés en excès. Ayla avertit Light qu'il ne pourra plus bouger s'il continue ainsi. Pendant ce temps, la lame de Lena se brise également. Elle se sent impuissante, car ses attaques n'ont aucun effet sur le dragon. D'un coup de queue, le dragon projette Lena contre un mur. Light, acculé, mange un dernier fruit dans l'espoir d'obtenir une compétence utile. Sa main commence à briller, le laissant stupéfait. Alors que Lena est au bord de l'inconscience, Light distrait le dragon en lui lançant une pierre pour attirer son attention. Il s'excuse auprès de Lena pour son retard. De l'autre côté, nous voyons la sœur sacrée, furieuse, observant son miroir avec colère. Revenant au garçon, Lena demande à Ayla quelle compétence Light a obtenue. Cette dernière révèle qu'il s'agit de la compétence fée du sommeil, capable d'endormir toute personne inhalant sa poussière. Light tente alors d'endormir l'énorme dragon, mais celui-ci lutte pour rester éveillé et commence à provoquer des ravages. Ayla informe Light que le dragon dissipe la poussière avant qu'elle ne l'atteigne. En apercevant la pointe de son épée sur le sol, Light demande à Ayla jusqu'à quelle distance la poussière de sommeil peut s'éloigner de lui. Elle répond que la limite est de 3 mètres. Avec cette information, Light saisit la pointe de son épée et la lance au plafond, provoquant son effondrement. Il utilise les débris comme impulsion pour s'approcher du dragon. Désormais suffisamment proche, le dragon ne peut plus éviter la poussière de sommeil et finit par s'endormir. Enfin, Light rejoint Lena et Ayla et leur annonce qu'il est temps de quitter cet endroit. Alors que tout commence à s'effondrer autour d'eux, Lena aperçoit un objet au sol, le ramasse et s'échappe avec ses compagnons juste avant que le château ne s'écroule complètement. Une fois dehors, Light suggère qu'il est temps de récupérer leur récompense, de se reposer et de savourer un bon repas. Cependant, dans une scène suivante, alors qu'ils reviennent en ville, Light est visiblement en mauvais état. Il s'accroche aux rênes du cheval, tentant de tenir bon. Un peu plus tard, ils atteignent enfin la ville. Lena demande aux gardes d'ouvrir les portes, et Light en profite pour remercier Ayla, reconnaissant que sans elle, il n'aurait pas réussi. Il s'apprête également à féliciter Lena, mais s'effondre avant d'y parvenir, provoquant l'inquiétude des 2 filles. Pendant ce temps, dans le sanctuaire de la sœur sacrée, on découvre que c'est elle qui avait envoyé Dratna pour éliminer Light. Elle interroge l'associé de Dratna sur ce qu'il pense du maître des fruits. Celui-ci répond qu'il a été surpris de voir Light vaincre le dragon maléfique, mais qu'il estime que Light ne représente pas une menace pour Black Swan. Après son départ, la sœur sacrée admet qu'elle ne s'attendait pas à ce que Light soit si puissant. Elle se demande si cela provient du pouvoir de la prieuré ou de quelque chose d'encore plus spécial. En ce moment, notre groupe passe une journée très paisible à la maison, et la petite Ayla est en train de s'occuper du champ, pendant que Lena prend une bonne douche. Peu après, on peut voir les 2 filles dans la cuisine, contentes de pouvoir se débrouiller seules sans l'aide de Light. Alors qu'elles se réjouissent, soudain, le protagoniste fait une entrée fracassante dans la cuisine disant qu'il va bien. Mais les filles l'emmènent immédiatement se reposer, car il doit récupérer autant que possible. Rappelons qu'il a mangé 4 fruits d'un coup, ce qui a évidemment eu des conséquences. Pour l'instant, qu'il le veuille ou non, il doit rester alité. Bien sûr,
on lui a préparé un repas excellent pour l'aider à se remettre. Alors qu'elles attendent que Light se repose, les deux filles sont convoquées par la guilde des aventuriers pour donner des détails sur le dragon maléfique. Elles doivent donc s'absenter un moment. À leur arrivée, la réceptionniste leur annonce que dans 1 heure, Lena devra se présenter en salle d'audience. Oui, dans 1 heure seulement. Et pour ne rien arranger, Ayla ne pourra pas l'accompagner, car elle n'est pas enregistrée comme aventurière. Sans trop de complications, la blonde décide de l'inscrire sur le champ. Bien entendu, les critiques et commentaires ne tardent pas à fuser. Même Ayla se sent un peu mal à l'aise, pensant qu'elle n'a pas du tout sa place ici. Mais Lena balaie ses inquiétudes en lui affirmant qu'elle possède une capacité très utile et qu'elle est incroyablement intelligente. Lena comprend que, vu son âge, Ayla puisse se soucier de son image. Alors, elle décide de l'emmener faire du shopping et, bien sûr, elle lui paiera tout. Après avoir dégusté de bonnes glaces, elles explorent plusieurs boutiques et finissent par en trouver une qui les intrigue. Lena hésite sur ce qu'elle pourrait contenir, mais Ayla entre sans se poser de questions. Pourtant, la blonde insiste sur le fait qu'elle devrait plutôt aller dans une boutique moins suspecte. De manière inattendue, Ayla remarque une pierre qui ne semble avoir rien de spécial, mais affirme qu'il s'agit en réalité d'un diamant brut. Et oui, messieurs dames, Ayla est aussi capable d'évaluer des objets. Le vendeur lui-même doute que ce soit un diamant, car il semble terne et personne ne l'a jamais acheté. Pourtant, Lena décide de l'acheter immédiatement. Elle se dirige ensuite vers une boutique de vêtements. Cependant, en arrivant, la vendeuse suppose que c'est Lena qui cherche une nouvelle tenue et commence à lui faire essayer plusieurs pièces sans même lui demander son avis. Finalement, Lena explique qu'elle n'a pas besoin de nouveaux vêtements, car la vraie cliente est Ayla. La vendeuse lui propose un ensemble, mais Ayla refuse, préférant quelque chose qui lui donne l'air d'une véritable aventurière, comme Lena. Après un long moment, les filles peuvent enfin se rendre à la salle d'audience de la guilde. Ayla arbore désormais une toute nouvelle tenue. Pendant ce temps, notre protagoniste ne peut pas passer la journée entière à dormir. Il commence donc à faire de l'exercice, mais la fée du sommeil le réprimande, estimant qu'il devrait plutôt se reposer pour récupérer. Lui, de son côté, a du mal à accepter que tout le monde félicite Lena et Ayla pour avoir vaincu le dragon maléfique. Ce n'est pas qu'il soit jaloux ou quoi que ce soit, mais il aimerait lui aussi recevoir des éloges. Cela semble inévitable, le protagoniste veut se rendre à la guilde. En chemin, la réceptionniste avoue être rassurée de voir Lena ici, car ils ont besoin de recueillir le maximum d'informations sur le dragon. Lena répond qu'elle les aidera autant que possible, mais dans son esprit, elle nous confie qu'elle ne compte pas simplement donner des informations et partir comme si de rien n'était. Elle a accepté cette invitation pour découvrir d'où vient Dratna. Il est évident que quelqu'un lui a ordonné d'éliminer tout le groupe, et la guilde des aventuriers savait aussi qu'ils allaient à la demeure du comte. Il est donc fort probable que les gros bonnets qui les ont engagés soient impliqués dans toute cette affaire. En ce moment, leurs armes sont en train d'être confisquées, mais Lena prévoit de mentionner à la fois Dratna et Black Swan pour observer la réaction de ces types. Finalement, ils peuvent entrer dans la salle d'audience, où les membres des 4 bureaux les attendent. La réceptionniste explique que la guilde est le cœur de la cité sainte et qu'elle se compose de 4 bureaux, chacun dirigé par l'un des chefs présents à cette réunion. En résumé, ils sont face aux figures les plus puissantes de la guilde. L'une d'eux, nommée Chapeau Fleuri, est la chef des recherches, chargée d'étudier les monstres et leur densité. Ensuite, il y a Barbe Tigre, le chef de la sécurité, responsable du maintien de l'ordre public. Puis, vient le Fossoyeur, le chef des finances, qui gère les récompenses et l'économie de la guilde. Enfin, la dernière est la chef des inspections, chargée de maintenir l'ordre au sein de la guilde. Il s'agit de la sœur sacrée. Cette dernière félicite Lena pour son excellent travail dans le manoir du comte de Monte et se dit ravie qu'elle soit saine et sauve. Ayla ne connaît pas cette femme, alors la réceptionniste lui explique qu'elle est celle qui fait régner l'ordre dans toute la guilde, pratiquement la personne la plus importante et influente du lieu. Cette révélation excite Ayla, qui décide immédiatement d'utiliser sa capacité d'évaluation sur la nonne, mais quelque chose l'intrigue. Cependant, la sœur sacrée souhaite que Lena commence à parler du dragon maléfique. Lena, avant toute chose, exprime une question. Dans le manoir qu'on leur a demandé d'inspecter, une femme du nom de Dratna, appartenant à Black Swan, les a attaqués. C'est pourquoi elle aimerait savoir si l'un des présents a la moindre information sur cette femme ou sur le groupe Black Swan. La nonne répond qu'elle a vu de nombreux aventuriers, mais que ces noms ne lui disent rien. Les autres chefs non plus n'ont aucune idée à ce sujet. La sœur sacrée enchaîne alors en disant que la priorité actuelle est de savoir où se trouve le dragon maléfique. Lena vient de remarquer que cette femme a littéralement esquivé sa question. La nonne insiste sur le fait qu'ils doivent retrouver le dragon et prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer. Elle se tourne vers la chef des recherches, qui explique avoir envoyé un oiseau en reconnaissance, mais que le dragon n'est plus au manoir. Si seulement ils avaient une partie de son corps, ils pourraient peut-être en suivre la trace grâce à son pouvoir magique. Lena leur demande alors d'observer ce qu'elle tient dans ses mains. Il s'agit d'un objet qu'elle a ramassé en quittant le manoir, et Ayla précise qu'il s'agit d'une écaille du dragon. La sœur sacrée n'a pas l'air d'apprécier cette révélation,
mais la chef des recherches, elle, est fascinée. Elle n'en a jamais vu auparavant et sait qu'avec cette écaille, ils pourront retrouver le dragon maléfique. Cependant, Lena déclare qu'elle ne leur donnera l'écaille que s'ils lui permettent de consulter tous les rapports en lien avec Dratna. Les chefs sont stupéfaits qu'elle ose leur imposer une condition, mais la jeune femme aux cheveux verts ne voit aucun problème à cela. Après tout, l'écaille est désormais leur priorité absolue. Tous les autres approuvent son raisonnement, mais la sœur sacrée l'avertit, avoir accès à ces documents ne garantit pas qu'elle y trouvera ce qu'elle cherche. Bien sûr, cela n'a aucune importance pour Lena. Avec tout cela décidé, Chapeau Fleuri active alors sa capacité œil de l'érudit, qui lui permet de voir n'importe quel texte écrit. Elle commence immédiatement à lire. Il y a 12 ans, dans la ville lacustre d'Athina, une fille du nom de Dratna Belluri a obtenu un fruit de compétence qui lui a conféré le pouvoir de nécromancie. Lena demande alors qui a évalué cette fille. Et la réponse tombe, c'était la sœur sacrée. Maintenant, la blonde sait qu'il y a un lien entre elles, mais la sœur sacrée rétorque que ce n'est pas surprenant, elle accorde des compétences à plus de 1000 personnes par an, il serait absurde de se souvenir de chacune d'elles en particulier. Lena sait qu'elle ne peut pas argumenter contre ça, mais au moins, elle a une piste, ce qui est déjà une avancée précieuse. La sœur sacrée la remercie pour cette information si précieuse, mais annonce que, dès maintenant, les registres de Luxuria seront effacés. Cette déclaration est impensable pour Lena et Ayla, qui demandent pourquoi. La nonne explique alors que Gruz, le chef de Sacred, les a dénoncés. Il affirme que Light a recruté Lena illégalement et par la force pour qu'elle rejoigne son groupe. Les personnes présentes ont du mal à croire que le protagoniste ait pu faire une telle chose. Lena, elle, voit la situation comme extrêmement difficile à surmonter. Mais soudain, regardez qui arrive, Light lui-même, tout souriant, attendant des félicitations. Il remarque vite que l'ambiance est tendue. La sœur sacrée lui annonce que les registres de son groupe vont être effacés pour avoir enfreint les règles de la guilde. Light ne comprend pas pourquoi elle fait cela, mais après l'explication de la réceptionniste, il répond que cela ne le dérange pas. Après tout, enregistrés ou non comme aventuriers, ils resteront toujours Luxuria. La sœur sacrée trouve sa réaction amusante, mais après réflexion, elle change soudainement d'avis. Elle leur accorde une chance de se racheter, ils devront chasser un monstre de rang S. S'ils réussissent, elle oubliera l'effacement des registres du groupe. Lena ne comprend pas pourquoi elle a soudainement changé d'opinion, mais la nonne explique qu'elle a été émue par la détermination du protagoniste, rien de plus. Elle demande alors s'ils acceptent la mission ou non. Lena supplie Light de bien réfléchir avant de prendre une décision. Mais le héros accepte sans hésitation. Il est excité à l'idée de chasser un monstre aussi puissant, d'être payé pour cela et, surtout, de gagner en popularité. Lena lui crie dessus, c'est évidemment un piège. Mais Light s'en moque. Il a juré de devenir un aventurier légendaire, et s'il n'est pas capable de surmonter cet obstacle, il n'y arrivera jamais. Affronter quelqu'un de puissant ne l'effraie pas. Si cet adversaire se dresse sur son chemin, il le combattra, peu importe ce qu'il en coûte. Un peu plus tard, ils reçoivent la fiche de mission. Lena supplie encore une fois Light de rester sur ses gardes, cette femme prépare clairement quelque chose de dangereux. Ayla, quant à elle, confie que, malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à évaluer la sœur sacrée. C'est une première pour elle. La blonde trouve cela très étrange et se demande si un mécanisme empêche intentionnellement Ayla de l'évaluer. Quoi qu'il en soit, ils doivent maintenant se préparer pour la mission. Soudain, le fossoyeur, le chef des finances, surgit et informe Light que les armes ne sont pas autorisées ici. Il devra donc payer une amende. Mais bien sûr, Light trouve un moyen de s'en sortir, il ne porte pas une arme complète, seulement un fragment d'épée, inutile en l'état. Le chef des finances se laisse convaincre et le laisse passer pour cette fois. Mais il lui rappelle une chose, puisque son épée est un prêt de la guilde, il devra payer une lourde amende plus tard. Peu après, la réceptionniste s'étonne de voir Light revenir une fois de plus avec son équipement cassé. Elle l'avertit que s'il abîme encore une arme, la guilde ne lui en prêtera plus et il devra partir en mission avec une épée brisée, à moins d'en obtenir une nouvelle par lui-même. Light comprend qu'il est temps pour lui de se forger sa propre lame. La réceptionniste lui conseille alors de consulter un spécialiste qui pourra lui fabriquer une arme sur mesure, lui permettant ainsi d'exploiter pleinement son potentiel. Désormais, le protagoniste s'apprête à commander sa propre épée. Lena, de son côté, annonce qu'elle va se rendre à Athina pour enquêter sur Dratna, car la fabrication d'une épée prend au minimum quelques jours. Ils se retrouveront après cela pour commencer la mission. Le protagoniste rencontre des difficultés dans l'atelier pour fabriquer son épée, car on lui fait savoir que la majorité du district soutient la sœur sacrée. Ainsi, personne n'est disposé à l'aider. L'homme demande alors à Light de trouver une solution, persuadé qu'il doit bien exister une alternative. C'est ainsi que l'homme lui recommande l'atelier Bolst, tenu par un forgeron légendaire, ce qui enthousiasme énormément le protagoniste. Pendant ce temps, Lena poursuit son voyage et se demande comment vont Light et Ayla. Sur sa route, bien qu'il ne soit pas encore arrivé à l'atelier mentionné, il assiste soudainement à une poursuite. 3 individus traquent une femme pour des intentions peu louables. Bien sûr,
Light intervient avant que la situation ne s'aggrave. Il n'a besoin que d'un seul coup pour faire fuir ces lâches. La femme, qui se présente sous le nom de Monica, le remercie pour son aide. Après les présentations, elle les invite à boire du thé chez elle, mais Light décline l'invitation, expliquant qu'ils doivent se rendre à l'atelier Bolst. À sa grande surprise, Monica leur révèle qu'il s'agit de son atelier. Le protagoniste suppose qu'elle est une simple apprentie, mais Monica leur montre l'atelier et explique qu'elle gère tout toute seule. Elle les accueille donc dans l'atelier de la forgeronne Monica Bolst. Impressionnés, les garçons écoutent attentivement lorsqu'elle leur propose, en guise de remerciement pour l'avoir sauvée, de leur présenter son meilleur produit, une poêle en fer avec des trous, parfaite pour préparer des pancakes en forme de boulettes. De plus, le moule est amovible, ce qui permet de l'utiliser comme une poêle classique. D'autres moules de différentes formes sont offerts en cadeau. Cependant, le prix de l'ensemble est de 2000 pièces d'or, une somme ridiculement élevée. Par gratitude, elle propose de le baisser à 1000 pièces, mais cela reste excessif. Quant à la raison pour laquelle ces hommes la poursuivaient, elle est simple, elle leur avait proposé le même produit, et ils s'étaient énervés en le considérant comme une arnaque. Monica explique qu'elle vend désormais des articles ménagers. Light remarque alors une houe, ce qui capte son intérêt, car il cultive des fruits et travaille généralement à la main. Monica comprend immédiatement qu'un outil adapté serait un atout précieux pour lui. Elle décide alors de lui fabriquer un outil sur mesure en utilisant un matériau économique, résistant et inoxydable. Monica possède une capacité spéciale, la Superforge, qui permet de modifier les propriétés du métal simplement en le frappant. Grâce à cette compétence extraordinaire, elle ajuste la dureté et d'autres caractéristiques du métal en le martelant. Après un travail minutieux, l'outil de Light est prêt, une paire de ciseaux conçus pour récolter plus rapidement. Le protagoniste est impressionné par leur prise en main parfaite, car ils ont été fabriqués sur mesure. Monica lui demande de tester leur efficacité en coupant un morceau de bois, ce qui semble absurde pour Light, car des ciseaux ne sont pas faits pour couper du bois. Cependant, il est stupéfait en constatant la puissance de la coupe, alors qu'il n'a exercé qu'une légère pression. Cette démonstration est fascinante, mais avant que Monica ne lui impose un prix exorbitant, Light lui demande de lui forger une épée, car c'est la raison pour laquelle il est venu. Malheureusement, Monica refuse catégoriquement. Light se demande alors si elle soutient elle aussi la sœur sacrée, mais elle lui répond que ce n'est pas la raison. En réalité, elle déteste les armes et refuse d'en fabriquer. Elle lui propose de lui confectionner n'importe quel autre objet, mais pas une épée. Light, cependant, n'a besoin de rien d'autre et insiste. Monica comprend, mais elle trouve cela regrettable, car elle comptait surtout lui vendre sa poêle. Elle explique qu'elle doit prouver sa valeur en tant qu'artisane, même si elle ne fabrique pas d'armes. Pourtant, le protagoniste a entendu dire que des armes étaient produites ici, ce qui le laisse perplexe. Monica clarifie alors la situation, il doit s'agir de l'autre atelier Bolst, situé juste en face. Dans cet autre atelier, les artisans sont débordés et peinent à accomplir 20% des commandes hebdomadaires. C'est alors que Monica intervient et demande à son père, qui n'est autre que le propriétaire de cet atelier, de fabriquer une épée pour Light. Cependant, son père refuse d'obéir à sa fille, estimant que les articles ménagers qu'elle produit sont des futilités. Monica, de son côté, est en désaccord avec son père, qu'elle accuse de forger des armes pour des marchands louches et des individus mal intentionnés. Le conflit entre Monica et son père ne semble pas près de s'arranger, et elle décide finalement de partir. Le protagoniste demande alors à Ivar, le grand forgeron, s'il peut lui fabriquer une épée, mais celui-ci refuse, expliquant qu'il a déjà trop de commandes. Déçu, le héros reste néanmoins déterminé à convaincre Monica de lui forger son arme. C'est alors qu'apparaît Cain, un apprenti d'Ivar. Il reconnaît Light et se souvient de son combat contre Gruz avec une simple balai, ce qui lui vaut son admiration. Light rit en expliquant que c'est précisément à cause de cela qu'il a été rejeté par les partisans de la sœur sacrée. Intrigué, Light se demande pourquoi Ivar et Monica tiennent des ateliers séparés. Il raconte alors qu'ils travaillaient autrefois ensemble, jusqu'à ce qu'un événement tragique se produise il y a 6 mois, des bandits ont attaqué un convoi à l'extérieur de la ville, et la mère d'Ivar, la grand-mère de Monica, a été tuée. Lorsqu'on a retrouvé les coupables, il s'est avéré que leurs armes portaient la signature de Monica. Depuis, elle refuse catégoriquement de fabriquer des armes. Light comprend mieux la situation et compatit à la douleur de Monica. Cependant, la discussion est interrompue par l'arrivée de Zamdo, un important client de l'atelier et membre du groupe de marchands oiseaux noirs. Ce dernier semble reconnaître le protagoniste sans se rappeler d'où. Ivar intervient et demande à Zamdo ce qu'il veut. Celui-ci annonce un énorme contrat, il compte acheter des armes chaque semaine pendant 1 an. Cain trouve cette demande insensée, car l'atelier a déjà du mal à honorer les commandes actuelles. Mais Zamdo menace d'utiliser Monica pour forger des armes bon marché et de haute qualité, en exploitant son don exceptionnel. Il ajoute qu'il n'hésitera pas à recourir à la force pour la contraindre. Devant cette menace, Ivar n'a d'autre choix que d'accepter l'accord. Cain explique ensuite à Light que le groupe Oiseau Noir exerce une pression constante sur Ivar, et que s'il refuse d'obtempérer, Monica en subira les conséquences.
Ivar supplie Light de ne rien dire à sa fille, car il veut la préserver de cette sombre réalité. Plus tard dans la soirée, Light et Ayla rendent visite à Monica, mais pas pour lui parler d'épée. Il l'invite à manger une pizza, et bien qu'étonnée, elle accepte, décidant même de payer l'addition pour exprimer sa gratitude envers Light, qui lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, Zamdo rencontre la sœur sacrée, qui lui ordonne d'accélérer la production d'armes. Il lui assure que ce ne sera pas un problème et mentionne qu'il a aperçu Light dans le quartier des artisans. Il prévoit de le capturer bientôt, bien que cela ne se fera pas de manière pacifique. La sœur sacrée accepte cette condition et annonce qu'elle enverra un espion pour s'assurer que le bureau de sécurité ne s'interpose pas. Cependant, elle exige que Light lui soit amené vivant. Pendant ce temps, Monica quitte le restaurant et tombe sur Doug, l'adjoint de Zamdo, qui lui demande un moment de son temps. Comme on pouvait s'y attendre, cela tourne mal. Alors que Light et Ayla discutent de la gentillesse de Monica, Cain surgit en panique. Ils ont trouvé une note accompagnée des lunettes de Monica. Le message stipule que si Light veut la récupérer, il devra se rendre seul dans le Colisée souterrain. C'est une évidence, il s'agit d'un piège, car cet endroit est la base d'Oiseau Noir. Ivar, furieux, veut en découdre immédiatement, mais Cain tente de le calmer. Light, quant à lui, décide de se rendre au rendez-vous comme demandé. Monica, tenue prisonnière, comprend rapidement qu'elle n'est qu'un appât pour attirer Light. Cependant, elle réalise également que ses ravisseurs comptent la forcer à fabriquer des armes pour eux à vie à moins que Light n'intervienne à temps. Lorsqu'il arrive sur place, les bandits libèrent un énorme taureau pour l'attaquer, et tous les hommes se jettent sur lui pour l'empêcher de riposter. Mais Light en a assez. Il invoque alors Morphée, qui endort tout le monde en un instant. Monica, complètement déconcertée, ne comprend pas ce qui vient de se passer. Light n'a pas le temps de lui expliquer, l'important, c'est qu'elle est sauvée. Elle lui doit désormais une nouvelle dette. De retour à l'atelier, tout le monde est soulagé de les voir sains et saufs, bien que Monica dorme encore à cause du pollen féerique. Elle se réveillera bientôt, mais en attendant, Light décide de la laisser se reposer. Ivar remercie sincèrement le protagoniste d'avoir sauvé sa fille, avouant à quel point il était inquiet pour elle. Light, humblement, lui répond que ce n'était rien et qu'il est toujours prêt à aider. Après tout ce qui s'est passé, Zamdo pense que ces hommes ont pu capturer le protagoniste, mais il est rapidement surpris de voir que ce n'est pas du tout le cas. Pendant ce temps, Light est avec Ival et promet maintenant de couper toute relation avec Oiseau Noir, même si cela signifie ne plus gagner d'argent pendant un certain temps. Monica lui demande s'il va arrêter de fabriquer des armes, mais il lui répond que non, qu'il cherchera simplement un autre acheteur. En effet, le prix des armes est bien plus élevé que celui des autres objets, et il ne peut pas se permettre d'arrêter d'en vendre, sinon son atelier fermerait. Monica refuse d'accepter cela, mais comme elle ne se sent pas bien, on lui conseille d'aller se reposer. Ival dit au protagoniste de rester à l'atelier, car il est déjà très tard. Au début, il hésite à accepter, mais en voyant qu'Ayla est très fatiguée, il finit par accepter. L'endroit est très spacieux, avec des chambres et tout le nécessaire. C'est l'épouse d'Ival qui s'occupe du protagoniste, expliquant qu'elle a beaucoup de choses à faire ici. Cependant, elle essaie de ne pas trop s'impliquer dans les affaires des artisans, car cela lui semble trop compliqué. Très tard dans la nuit, le protagoniste tombe sur Monica, qui semble aller un peu mieux. Il lui demande ce qu'elle tient dans ses mains, et elle lui répond qu'il s'agit de la première dague qu'elle a forgée lorsqu'elle était enfant. Elle y est attachée parce que son père, qui complimente rarement, lui avait dit qu'elle avait un grand talent pour la forge en voyant cette arme. Monica avait été très heureuse de recevoir ce compliment. Quand elle a obtenu la compétence de Superforge, elle a cru qu'elle était destinée à devenir forgeronne, mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a de nombreux défauts. Le protagoniste lui demande si elle respectait beaucoup son père. Monica répond que oui, car il lui a appris toutes sortes de techniques et elle l'a vu agrandir son atelier au fil des ans en accueillant de plus en plus de personnes. Light veut savoir s'il y a une chance qu'elle se réconcilie avec Ival, mais elle pense que, depuis l'incident avec sa grand-mère, elle ne pourra plus jamais travailler dans le même atelier que son père. Monica demande alors au protagoniste s'il a déjà ôté la vie à quelqu'un. Contre toute attente, il répond que oui, même si c'était à des morts-vivants qui étaient autrefois humains. Il avoue s'être senti perdu en le faisant, mais il a finalement décidé de ne plus hésiter afin de protéger Ayla. Monica est troublée, ne sachant pas si les épées sont quelque chose de bon ou de mauvais. Elle veut savoir si Light utilise son épée pour le bien. Il lui répond qu'en théorie, oui, mais il souligne que sa vision du bien peut être différente de la sienne. Il lui demande alors si elle pense que faire le bien signifie tuer ses ennemis en tant qu'aventurière. Monica n'est pas certaine, mais elle avoue qu'elle admire les personnes qui se battent pour réaliser leurs rêves. D'un autre côté, on peut voir Doug attaché, sous l'œil de Zamdo. Ce dernier affirme qu'il était déjà dans cet état lorsqu'il est arrivé. Il demande ensuite à Doug s'il va rester passif après avoir perdu de manière aussi humiliante. Bien que nerveux, Doug répond qu'il a bien sûr un plan, mais Zamdo semble déjà avoir trouvé un moyen de se venger du protagoniste et de l'humilier une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, Ayla réveille Light pour lui annoncer qu'il est l'heure de prendre le petit déjeuner. En descendant,
il rencontre l'épouse d'Ival, qui lui demande d'apporter le repas à Monica, car elle doit sûrement se sentir trop mal à l'aise pour venir manger avec eux après tout ce qui s'est passé. Un peu plus tard, Light trouve enfin Monica, qui s'occupe de plantes. Il pensait qu'elle était retournée à l'atelier, mais Monica préfère s'occuper d'autre chose pour éviter d'y retourner. Elle explique qu'elle voulait faire quelque chose pour compenser l'inquiétude qu'elle a causée la veille. Malheureusement, elle craint que cette année ne soit une très mauvaise récolte. Le protagoniste lui demande de le laisser examiner la plante, et quelques secondes plus tard, il la fait littéralement pousser avec ses fruits. Monica est impressionnée par cette capacité, alors Light lui explique qu'il est le maître des fruits et qu'il peut accélérer la croissance des plantes qui en produisent. Monica n'en revient pas, mais ce qui l'intrigue encore plus, c'est qu'il a utilisé une autre capacité la veille pour endormir tous les membres de Oiseau Noir. Light lui explique alors que sa compétence de maître des fruits lui permet de manger autant de fruits de compétence qu'il le souhaite. C'est pour cette raison qu'Ayla en garde toujours un sur elle en cas de besoin. Monica est encore plus sous le choc, car tout le monde sait que manger un deuxième fruit de compétence entraîne la mort immédiate. Light lui explique que, dans des conditions normales, c'est vrai, mais à cet instant, un bruit fort se fait entendre depuis l'atelier. Il s'avère que Oiseau Noir a attaqué l'atelier et capturé tout le monde, y compris Ival. Zamdo explique qu'il ne le laissait pas entrer, alors il a utilisé un peu d'électricité pour les convaincre. Sans perdre de temps, il demande à Light de venir dehors. Il est furieux que le protagoniste ait battu ses hommes, mais cette fois, Light n'a aucune intention de lui laisser la moindre chance et compte bien l'endormir aussi. Cependant, le nuage soporifique n'a aucun effet sur Zamdo, qui semble utiliser l'électricité pour se protéger. Il jure qu'il va réduire tout le monde en cendres, y compris l'atelier. Ayla examine sa capacité et découvre qu'il possède une compétence appelée charge de foudre, qui lui permet d'accumuler et de libérer de l'électricité à volonté. Le protagoniste décide alors de ranger sa dague soporifique et demande à Monica et Ayla de rester en arrière. Il est extrêmement en colère et n'a pas l'intention de faire preuve de pitié cette fois. Zamdo lui rappelle qu'il devra payer les portes coûteuses qu'il a détruites la veille, mais Light réplique que c'est de sa faute, car il a enlevé Monica en premier lieu. Zamdo insiste sur le fait que les armes de Monica devront lui appartenir, quoi qu'il en coûte, car avec son pouvoir, il pourra accomplir de grandes choses avec des matériaux bon marché. Il est très excité rien qu'en imaginant ce qu'il pourrait obtenir grâce aux compétences de Monica, et non avec ses armes médiocres fabriquées par Ival. Monica s'énerve énormément face à ses actes et ses paroles, car les artisans de l'atelier ont travaillé dur pour les fabriquer. Light demande à Monica de s'éloigner. Zamdo leur explique que s'il capture les deux, son objectif sera atteint et qu'il partira sans rien détruire de plus. Cependant, le protagoniste n'a pas l'intention de lui faire ce plaisir. Light se lance à l'attaque, mais le bouclier électrique de Zamdo pose un problème. L'ennemi commence à riposter et inflige de lourds dégâts au protagoniste. Zamdo se réjouit, expliquant que s'il voulait simplement le vaincre, il suffirait de le paralyser, mais ce ne serait pas une vengeance assez intéressante. Il veut qu'il souffre autant que possible, et c'est pour cela qu'il commence à lui lancer des sphères métalliques. Monica demande à Ayla d'évaluer le matériau des sphères. La petite fille mentionne qu'elles sont en fer, ce qui donne une idée à Monica. Elle lance littéralement au protagoniste une poêle à pancake pour qu'il puisse attraper les sphères métalliques sans se blesser. Zamdo reprend son attaque, mais contre toute attente, Light a réussi à attraper les sphères grâce à la poêle que Monica lui a confiée et qui attire le fer. Zamdo est impressionné par les capacités de Monica, mais ce n'est pas terminé. Comme la poêle conduit l'électricité, Light souffre énormément. Il reprend son épée pour se battre, mais elle est gravement endommagée. Monica réalise que s'il continue ainsi, il risque de perdre le combat, voire de mourir. Elle devrait lui fabriquer une nouvelle épée, mais malheureusement, elle ne peut pas. Light souffre de plus en plus et demande à Monica et Ayla de partir pendant qu'il gagne du temps jusqu'à l'arrivée des forces de sécurité. Zamdo rit, sachant parfaitement que cela n'arrivera pas. Monica ne sait plus quoi faire, Light endure tout cela uniquement pour les protéger, elle est l'atelier. Elle se rappelle qu'il utilise son épée pour faire le bien. Après réflexion, elle décide de faire quelque chose d'important pour lui. Pendant ce temps, dans une calèche, Lena apprend que c'est le dernier arrêt et qu'elle devra continuer à pied pour atteindre sa destination, car les chevaux ne peuvent pas aller plus loin. Elle demande pourquoi il y a plus de monde que d'habitude dans les montagnes. On lui explique que c'est la saison du festival des fées d'Athina. L'homme lui demande si elle est venue pour cela, mais Lena répond que non, qu'elle cherche quelqu'un en l'occurrence, Dratna. De retour avec notre protagoniste, il a toujours du mal à faire face à l'armure de Zamdo. Pire encore, ce dernier semble se mettre sérieusement en mode combat et sort une épée faite de foudre. Light veut la briser, mais Zamdo lui explique que, même s'il s'agit d'électricité, elle peut devenir extrêmement solide si elle est suffisamment comprimée. C'est un vrai problème, car la capacité de Zamdo ne se limite pas à simplement lancer des éclairs. Light attaque à nouveau, mais cette fois, Zamdo rend son épée intangible avant de contre-attaquer, prouvant ainsi qu'il contrôle totalement sa densité. Light refuse d'abandonner. Il sait qu'il doit continuer à se battre, même si cet adversaire est non seulement fort, mais aussi doué en arts martiaux.
Il est très puissant, mais Light ne compte pas baisser les bras maintenant. Il utilise éclat venteux, projetant l'ennemi contre le mur et le blessant. Mais bien sûr, cela ne fait qu'énerver encore plus Zamdo. Celui-ci décide alors de faire appel à Jubatu, un léopard électrique ou du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Avec cette créature, Zamdo attaque, mais ce n'est qu'une distraction, la véritable attaque vient de derrière. Zamdo atteint Light, et on le voit allongé au sol comme s'il est mort. Monica veut sauver son père et les autres, mais elle a aussi enfin décidé de forger une épée pour Light. D'un autre côté, la nonne observe des choses très étranges et semble contente que tout se passe exactement comme elle l'a vu. Elle remarque que tous les ouvriers sont attachés, alors Monica lui demande si elle a encore ce qu'elle lui a donné hier. Après confirmation, la forgeronne décide de distraire les gardes pour que la petite puisse aller libérer les autres avec des ciseaux. Mais il semble que ce ne sera pas aussi simple que prévu. Monica a très bien attiré les ennemis et, après avoir utilisé son pouvoir sur des plaques de métal, elle modifie leurs propriétés physiques pour piéger ses adversaires. Une fois que Monica entre dans l'atelier, elle réalise que la pauvre petite a été capturée par Doug. Ce dernier l'avertit que s'il tente quoi que ce soit, elle subira de graves conséquences. Monica sait qu'elle ne peut pas abandonner. En voyant ce minerai, elle comprend qu'elle peut l'utiliser pour s'échapper. En le lançant au sol, il brille intensément, aveuglant Doug. Les autres n'hésitent pas à se jeter sur lui pour l'attacher. Nous découvrons alors que tout cela était grâce à la petite, qui avait discrètement informé Monica que cette pierre pouvait briller lorsqu'on la frappait. Avec les bandits neutralisés, Monica demande à son père la permission d'utiliser l'atelier, car le protagoniste combat actuellement contre Zamdo et a besoin d'une épée de toute urgence. Son père accepte et lui dit qu'il peut accélérer le travail grâce à son aide, car il possède la compétence de travail rapide. C'est une excellente nouvelle, car l'urgence est à son comble. Cependant, la situation devient de plus en plus tendue, car les bandits sont juste à l'extérieur et veulent entrer coûte que coûte. Ival décide de barricader l'endroit pour montrer à ces criminels de quoi sont capables les forgerons et pour gagner un maximum de temps. À partir de ce moment, tout le monde se met au travail. Monica ne peut s'empêcher de se rappeler les moments où elle apprenait avec son père. Mais Ival lui rappelle que ce n'est pas le moment d'être nostalgique. En réalité, Monica n'a pas forgé d'épée depuis un bon moment. Elle est toujours en conflit avec les armes, mais ce dont elle est certaine, c'est qu'elle ne doutera plus jamais. Et oui, mesdames et messieurs, Monica s'y remet sérieusement après tout ce temps. Tout le monde est impressionné, non seulement par la passion qu'elle montre, mais aussi par son incroyable talent. Même Ival admet qu'elle n'est plus une simple gamine qui jouait à être forgeronne. Grâce à sa force et son habileté, elle termine enfin l'épée de Light. Comme les bandits veulent toujours entrer, Ival donne le signal pour ouvrir la porte principale et les faire valser dehors. Le problème, c'est qu'ils aperçoivent immédiatement le protagoniste en très mauvais état. Mais Monica en profite pour lui donner son épée. Zamdo pense que lui donner une épée dans cet état est totalement inutile. Après la raclée qu'il a prise, il ne devrait même pas pouvoir respirer correctement. Mais bon, Light est évidemment le protagoniste de cet anime, donc miraculeusement, il prend l'épée, affirme qu'elle est incroyable et demande aussi un fruit de compétence à la petite. Elle lui en donne une immédiatement, mais bon, je ne sais pas comment elle peut être aussi mauvaise en visée, car elle la lance directement à l'ennemi. Zamdo trouve ça très intéressant. En y repensant, il réalise que le protagoniste lui a déjà jeté une poudre pour l'endormir plus tôt. Zamdo ne comprend pas ce qui se passe, mais il avertit Light qu'une personne ne doit manger qu'un seul fruit de compétence. S'il en mange un deuxième, il risque de mourir empoisonné. Il ne sait pas ce que le héros a en tête, mais il trouve ridicule qu'il tente de manger un second fruit. Il lui conseille de se rendre avec dignité au lieu de faire des idioties. Light, quant à lui, répond que, certes, Zamdo est très fort, mais lui a promis de devenir un aventurier dont le nom restera gravé dans l'histoire de l'humanité. Il ne peut donc pas se permettre de perdre ce combat. Zamdo est offensé par ces paroles et attaque pour punir le protagoniste en lui mettant le fruit dans la bouche. En gros, il lui laisse deux options, le manger et mourir, ou l'abandonner et mourir étouffé. Il lui dit que la seule façon de s'en sortir est de frapper le sol et d'admettre sa défaite. Mais, contre toute attente, Light mange le fruit. Une lumière étrange les entoure tous les deux. Ils se relèvent comme si de rien n'était. Zamdo est choqué, car le protagoniste aurait dû mourir. Light lui révèle alors qu'il est le maître des fruits et qu'il peut en manger autant qu'il le souhaite. Le rouquin trouve ça insensé, mais Light veut en finir avec ce duel. Light savait que Zamdo allait l'obliger à manger le fruit, ce qui n'était pas surprenant de la part d'un tortionnaire comme lui. Il demande alors à Ayla d'utiliser son évaluation pour découvrir quelle capacité il a obtenue. Elle s'exécute et voit qu'il a une compétence de feu, appelée torche. Avec cette révélation, Zamdo comprend enfin pourquoi la sœur sacrée s'est autant intéressée à Light, ce que le protagoniste a accompli jusqu'à présent défie toute logique dans ce monde. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle semble avoir remarqué que quelque chose d'inattendu s'est produit, et cela ne lui plaît pas du tout. De son côté, Zamdo sait que même s'il a reçu l'ordre de capturer Light vivant, cela semble désormais impossible. Il décide donc d'attaquer avec tout ce qu'il a. Le protagoniste, lui,
est plus excité que jamais. Il enflamme sa nouvelle épée et se jette au combat. Heureusement, grâce à cette nouvelle capacité, il peut trancher les éclairs sans difficulté. La situation devient tellement intense que les deux combattants retirent tout ce qui pourrait gêner leur mouvement afin de se battre à pleine puissance. Les sbires de Zamdo arrivent pour lui prêter main forte, mais il ne les considère que comme une nuisance. Il veut affronter Light dans un véritable duel en 1 contre 1. Cette fois, après tant de suspense, il semble que le combat final va réellement commencer. Tous ressentent la puissance écrasante de Zamdo, comparable à celle d'un démon de foudre, et celle de Light, qui se dresse tel un lion de feu. Apparemment, les deux adversaires veulent sceller ce combat en un seul échange, car il n'y a plus aucune raison de le prolonger. Monica craint que son épée ne puisse résister à l'affrontement entre l'électricité dévastatrice et les flammes ardentes de Light. Elle prie pour qu'elle tienne au moins le temps nécessaire. Ayla tente de la rassurer, tandis que le protagoniste prépare son attaque ultime. Il lance alors son lion ardent contre la technique Diabolo de Zamdo. L'impact est si énorme que la scène explose littéralement de lumière et d'électricité. Une fois la poussière retombée, les deux combattants restent debout, épuisés. Mais, comme on pouvait s'y attendre, quelques instants plus tard, Zamdo s'effondre. Light est officiellement le vainqueur. Cependant, comme à son habitude, il brise aussitôt son épée. Il remercie immédiatement Monica pour lui en avoir forgé une au moment idéal, mais il s'excuse aussi de l'avoir détruite si rapidement. Monica lui répond que ce n'est pas grave, elle pourra lui en fabriquer une encore meilleure. En larmes, elle le remercie d'avoir défendu cet endroit au péril de sa vie. Doug et les autres veulent se venger de Light pour ce qu'il a fait à leur chef, mais le héros n'a plus aucune patience pour leurs idioties. Justement, regardez qui vient d'arriver. Barbe-Tigre, le chef de la sécurité, fait son entrée. Il ordonne immédiatement l'arrestation de tous les criminels et neutralise les plus dangereux avec des chaînes d'air. Peu après, il explique qu'une personne a empêché que l'on le prévienne des événements qui se déroulaient ici, ce qui explique pourquoi ils ont mis tant de temps à intervenir. Il s'excuse auprès d'Ival, mais ce dernier répond que l'essentiel est que tout se soit bien terminé grâce à Light. Il semble que Barbe-Tigre reconnaisse notre héros après leur récente rencontre, mais il sait qu'il a besoin de repos. D'ailleurs, Light s'effondre littéralement sur son épaule. Monica est soulagée que tout soit enfin terminé, mais Ayla lui pose une question, quelle propriété avait-elle ajoutée à l'épée qu'elle a forgée pour Light? Monica avoue qu'elle n'y a rien ajouté de spécial, si ce n'est qu'elle l'a rendue un peu plus résistante que la normale. Elle est surprise qu'elle se soit brisée malgré cela, mais maintenant, ce n'est plus important. Soudain, un oiseau arrive avec une lettre destinée à Ayla. Il s'agit d'un message de Lena, l'informant qu'elle arrivera bientôt à Athina. La nouvelle rend la petite Ayla folle de joie. Curieuse, Monica lui demande qui est Lena. Ayla lui explique alors qu'il s'agit de la célèbre Sainte Épée et qu'elle fait partie du groupe Luxuria, aux côtés d'elle et de Light. Pendant ce temps, nous retrouvons Lena, qui poursuit son voyage à la recherche de la femme aux cheveux rouges. Elle est persuadée que cette dernière agit sous les ordres de la sœur sacrée et qu'elle doit trouver un moyen de le prouver. Finalement, après un certain temps, Lena arrive à Athina, la capitale de lacustre. De retour auprès des forgerons, qui célèbrent leur victoire écrasante contre les bandits de l'Oiseau Noir. Ival est particulièrement ravi, car après tout ce temps, il va enfin pouvoir remettre Monica au travail comme la véritable forgeronne qu'elle est. La sœur sacrée ne semble pas du tout satisfaite des événements. Dès que Lena arrive à destination, la première chose qu'elle y est, bienvenue à Athina, la cité des fées et du lac. Un peu plus loin, elle aperçoit un homme aux oreilles pointues, tenant un luth, qui invite les passants à profiter d'un événement unique organisé une fois par an, le Festival des Fées d'Athina. Tout le monde est encouragé à célébrer jusqu'au bal des fées, qui aura lieu dans 3 jours. Elle reste concentrée sur sa mission, si le secret de la Sainte Sœur se trouve bien ici, alors elle a peut-être envoyé un assassin. Lena interroge alors un couple dans la rue au sujet de Dratna Belbury, mais leur réaction l'alerte immédiatement. Les deux semblent effrayés et commencent à suspecter un lien entre Lena et la famille Belbury. N'obtenant aucune réponse, la guerrière tente d'interroger d'autres passants, mais eux aussi sont terrorisés à l'évocation du nom Belbury. Ignorée à plusieurs reprises, Lena prend un instant pour réfléchir à la situation, jusqu'à ce qu'elle remarque un homme encapuchonné qui la fixe intensément avant de s'éloigner. Elle le prend en chasse, convaincue qu'il pourrait être l'assassin envoyé par la Sainte Sœur. Mais lorsqu'elle tourne dans l'allée où il s'est engouffré, il a déjà disparu. Soudain, des lianes surgissent du sol et l'entravent, poussant directement des doigts de cet étrange individu qui apparaît derrière elle. Lena parvient à trancher les lianes avec son épée et attaque son adversaire, qui sort à son tour une dague et contre-attaque avec une aisance arrogante. Ces mots offensent profondément Lena, qui se prépare à reprendre le combat. Mais avant qu'ils ne puissent croiser à nouveau le fer, une jeune femme les interrompt. Lena pense qu'elle est encerclée et la menace,
jusqu'à ce que Chapeau Fleuri sorte de l'ombre, révélant son visage avec un sourire ravi. Elle est heureuse de revoir Lena. Elle explique que l'homme s'appelle Yuan et qu'il est son subordonné. Selon la chef des enquêteurs, Lena posait trop de questions en ville, ce qui l'a obligée à envoyer Yuan pour en savoir plus sur elle. Lena demande ce que fait le département d'enquête dans cette ville. Chapeau Fleuri répond qu'ils sont eux aussi à la recherche de Dratna. Lena est stupéfaite d'apprendre que Chapeau Fleuri ne soutient pas la Sainte Sœur. Cette dernière précise qu'elle ne prend parti pour personne, son travail consiste uniquement à rassembler des informations. Yuan et sa supérieure expliquent que retrouver Dratna fait partie du plan visant à arrêter le dragon maléfique. Ils analysent toujours l'écaille de dragon que Lena a fournie lors de la réunion. Le seul autre indice qu'il possède est Dratna, qui aurait participé à l'invocation du dragon. Si une telle menace se manifestait dans une ville, ce serait une catastrophe totale, et il est urgent de stopper le dragon maléfique. Or, les enquêtes de Lena compliquent leur travail. Sur ce, Chapeau Fleuri lui demande d'arrêter de fouiner et lui fait ses adieux. Mais Lena ne peut pas rentrer chez elle les mains vides. Elle a quelque chose à protéger et besoin d'informations sur Dratna Belbury. Elle demande donc à rejoindre l'équipe d'enquête et affirme être prête à tout pour obtenir des réponses. Chapeau Fleuri éclate de rire face à la sincérité de la Sainte de l'Épée et accepte de la laisser les accompagner, à une condition, elle ne devra pas se plaindre de leur méthode d'investigation. Yuan, sceptique, demande ce qu'ils gagnent en prenant cette femme avec eux. Chapeau Fleuri réplique que Lena a vu le visage de Dratna, une information que même leur département ne possède pas. Enfin, la chef invite l'aventurière à se remplir l'estomac avant de commencer le travail. Tous trois se rendent dans un établissement où Chapeau Fleuri commande 3 portions de poisson frais, pêché la nuit et servi avec une sauce blanche et des tomates mijotées jusqu'au matin. Lena trouve cette commande étrange, tandis que la serveuse ouvre une porte et les invite à entrer. Derrière cette porte se cache un passage souterrain menant à une taverne secrète où les informateurs de Chapeau Fleuri les attendent. Bientôt, Yuan remet un sac de mana contenant 20 000 pièces d'or en échange d'informations sur Dratna Belbury et son emplacement. L'informateur est surpris que quelqu'un s'intéresse à un personnage aussi singulier. Il révèle que Dratna est la fille de la famille Belbury, autrefois très prestigieuse en ville, mais tombée en ruine à cause de cette femme. Dratna aimait danser, mais à 6 ans, elle a reçu une compétence indésirable, la nécromancie. Par coïncidence, ou non, la famille Belbury a commencé à traverser une période difficile à cette époque. Les affaires ont chuté, et la mère de Dratna est morte soudainement. Des rumeurs ont alors circulé, affirmant que les Belbury étaient maudits. Le père de Dratna, horrifié par cette capacité taboue, l'a renié et exilé dans une maison de campagne. Depuis lors, tout le monde l'a rejeté, la maintenant dans l'isolement. Sa seule alliée fut la Sainte Sœur, qui l'a recueillie par pitié, étant présente lorsqu'elle a acquis sa compétence. Plus tard, la Sainte Sœur a même invité Dratna à la Sainte Cité, un autre enfant indésirable qu'elle a pris sous son aile. Chapeau Fleuri demande où se trouve Dratna actuellement. L'informateur révèle qu'elle est dans cette ville. Lena est choquée d'apprendre que la nécromancienne a survécu à l'effondrement du manoir. L'informateur exige un supplément pour révéler son emplacement exact. Yuan réplique que le prix convenu couvrait tous les détails, mais l'informateur refuse de parler sans une prime supplémentaire. Sans perdre une seconde, Yuan l'immobilise avec ses lianes et lui presse une dague contre la gorge, exigeant qu'il révèle immédiatement l'endroit où se cache Dratna. Lena proteste, affirmant que c'est de la torture, mais Chapeau Fleuri lui rappelle qu'elle a accepté de ne pas interférer, surtout puisque c'est l'informateur qui a brisé l'accord. Yuan souligne que tenter de tromper le département d'enquête était une grave erreur, avant de resserrer ses lianes. Sous pression, l'informateur finit par révéler que Dratna se trouve dans le quartier du théâtre, où elle prépare la danse des fées. Une fois relâché, l'informateur se remet difficilement, tandis que Lena critique toujours les méthodes employées. Chapeau Fleuri lui rappelle que les informations précieuses ne poussent pas sur les arbres et que tous les moyens sont bons pour obtenir ce qui est nécessaire. Pendant ce temps, dans un manoir imposant, un majordome demande à Dratna si elle sortira encore ce soir. Elle lui promet de rentrer bientôt. Bien que son maître ne s'oppose pas à ses sorties, il s'inquiète pour sa blessure. Mais Dratna affirme ne pas avoir le temps de se reposer, la Sainte Sœur l'a choisie pour être danseuse au bal des fées, et elle refuse de rater cette occasion de se préparer du mieux possible pour la performance. Dès leur arrivée, Yuan et Chapeau Fleuri expliquent à Lena que la danse des fées est un rituel sacré, exécuté le dernier jour du festival des fées. Cette danse remonte à 1000 ans, lorsque le roi des fées protégea ce lac contre une armée de monstres. Le rituel reconstitue cette légende et symbolise la paix, tandis que le pouvoir purificateur de la pierre des fées protège la ville des calamités chaque année. Les filles de famille respectées de la ville sont choisies comme danseuses, et une performance impressionnante peut même élever le statut d'une famille. Cette fois, Dratna a été sélectionnée. Lena s'interroge, pourquoi la nécromancienne reste-t-elle dans cette ville malgré ses souvenirs douloureux? C'est précisément ce que les enquêteurs doivent découvrir. Le trio arrive au site des répétitions des danseuses. À l'entrée, 2 gardes leur barrent la route, exigeant une autorisation. À ce moment, Chapeau Fleuri et Lena retirent leur cape pour révéler leur tenue de danseuse, tandis que Yuan prétend être un joueur de flûte.
Ignorant qui ils sont réellement, les gardes s'étonnent de voir des épées, mais Chapeau Fleuri leur assure qu'elles servent de prop pour la chorégraphie. Finalement, ils obtiennent l'accès, bien que Lena s'inquiète de ne pas savoir danser. Chapeau Fleuri la rassure, ils improviseront, d'autant plus que Yuan ne sait même pas jouer de la flûte. En entrant, ils entendent deux danseuses chuchoter à propos de la fille des Belbury, qui possède une capacité taboue. Elles comptent garder leur distance par peur d'être contaminées. Lena réfléchit alors à la vie solitaire que Dratna a dû mener. Dans l'auditorium, une scène est installée sur un lac. Dratna danse avec deux partenaires. En la voyant vivante, Lena s'exclame involontairement, attirant l'attention de la nécromancienne. Yuan en profite pour l'immobiliser avec ses lianes. Chapeau Fleuri exige alors qu'elle révèle l'emplacement du dragon maléfique, mais Dratna affirme qu'il n'a jamais été sous son contrôle. Ne trouvant aucune piste, Chapeau Fleuri annonce qu'ils l'emmèneront à la Cité Sainte pour lui appliquer une magie de traçage. Dratna supplie qu'on lui accorde encore 2 jours, car danser au bal des fées est son rêve d'enfance. Touchée, Lena demande à la chef de l'enquête de la laisser danser. Mais Chapeau Fleuri refuse et ordonne à Yuan de resserrer ses lianes. Lena remarque alors que la blessure de Dratna, causée lors de l'effondrement du manoir, ne s'est pas encore refermée. Chapeau Fleuri insiste sur le fait qu'elle l'emmènera, même si elle doit la traîner de force. Lena comprend que la chef enquêteuse ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs, quitte à abandonner toute notion de justice. Prenant sa décision, elle tranche les lianes de Yuan et s'enfuit avec Dratna. Yuan tente de capturer à nouveau la nécromancienne, mais Lena l'arrête avec son épée. Comme Dratna est incapable de courir à cause de sa blessure, Lena utilise son pendentif pour bondir de toit en toit et leur permettre de s'échapper. Trop tard pour réagir, Chapeau Fleuri reste calme. Elle sait que Dratna ne quittera pas la ville avant le bal des fées. Elle réalise alors que Lena, qu'elle croyait naïve, est bien plus audacieuse qu'elle ne l'imaginait. Ailleurs en ville, Lena et Dratna s'arrêtent pour souffler. Dratna veut comprendre pourquoi Lena l'a aidée, mais cette dernière ne sait même pas l'expliquer. Pendant ce temps, sur un lac, un homme aux oreilles pointues joue du luth et raconte une légende à un couple. Selon lui, un serviteur fidèle du roi des fées est scellé au pied de la pierre des fées depuis 1000 ans. Mais personne ne sait ce qui arriverait à la ville si des fissures apparaissaient sur la pierre. Plus loin, Light enchaîne des pompes mais Morphée l'assomme, exaspéré par ses excès. Il insiste cependant sur la nécessité d'être en forme pour accomplir sa mission. Light reconnaît que Lena est la plus forte du groupe, mais il est convaincu qu'il pourra bientôt la rattraper. Dans sa forge, Monica s'efforce de fabriquer l'épée parfaite pour Light et ne s'arrête pas avant d'atteindre un résultat satisfaisant. De son côté, Chapeau Fleuri libère plusieurs oiseaux espions pour retrouver Lena et Dratna, mais ces derniers reviennent immédiatement, terrifiés. Inquiète, la chef enquêteuse cueille une fleur de son chapeau et la voit se flétrir instantanément. Elle réalise alors que la situation est bien plus grave qu'elle ne le pensait. Usant de son pouvoir les yeux du sage, elle cherche la source du problème. Elle en conclut que le danger se trouve tout près et qu'il ne reste plus qu'à miser sur Lena et Dratna. Justement, Lena observe la pierre des fées et voit une ombre l'envelopper puis pénétrer à l'intérieur. Dratna mentionne qu'ils devraient se rendre dans une maison située à l'extérieur de la ville. Bien qu'elle soit un peu abandonnée, ils pourront y rester au moins 2 jours, jusqu'à la fin du festival des fées, afin d'éviter d'être poursuivis par Chapeau Fleuri. Elle demandera également de l'aide à la sœur sacrée. Profitant de l'occasion, Lena interroge la rouquine sur sa relation avec la nonne et sur la raison pour laquelle elle les a attaqués cette fois-là. Dratna suppose que la blonde l'a aidée pour ensuite la faire chanter, mais Lena lui explique que ce n'est pas le cas. Elle lui dit simplement que lorsqu'elle l'a vue danser, elle ne lui a pas semblé être une mauvaise personne. Dratna lui rétorque qu'elle ne sait rien d'elle pour affirmer cela, mais Lena lui confie qu'elle a entendu parler de son passé en ville. Alors qu'elle marche, des enfants les saluent en raison de leur statut de danseuse, enthousiasmés par tout ce qui touche au festival. Cependant, les parents, en reconnaissant Dratna et son pouvoir tabou, éloignent leurs enfants. Dratna s'en moque un peu, car elle a toujours été traitée ainsi. Elle dit à Lena qu'elle a de la chance, car elle ne connaîtra jamais ce rejet, étant donné que son pouvoir est une bénédiction. Soudain, un homme se met à crier comme un fou, ordonnant aux gens de fuir. Quelques secondes plus tard, d'énormes monstres apparaissent en pleine ville. Lena intervient immédiatement pour permettre aux habitants de s'échapper. Dratna trouve cela irréel, car le pouvoir purificateur de la pierre des fées aurait dû empêcher les monstres d'approcher. L'une des fillettes croisées plus tôt est en danger, mais Dratna utilise ses fils pour contrôler l'un des monstres abattus et ainsi la sauver. Les gens sont stupéfaits de voir la rouquine les défendre, mais ils viennent d'assister à une scène étrange, une créature venant au secours d'humains. Lena se précipite pour l'aider et se retrouve en difficulté. Dratna utilise alors une capacité permettant de fusionner des espèces de monstres, en créant ainsi un plus puissant. Elle avertit Lena de ne pas faire d'imprudence, sinon elle se fera éliminer. Lena insiste sur le fait qu'elle veut aider tout le monde et, d'ailleurs, elle félicite Dratna pour avoir fait la même chose avec son pouvoir. À ce moment-là, la créature que Lena a sauvée se met rapidement à crier vers le ciel, où une gigantesque créature commence à prendre forme.
La situation tourne au chaos. Johan arrive pour immobiliser le monstre, mais finit littéralement en morceaux. La fille aux cheveux verts ordonne aux civils de se réfugier à la cathédrale, car c'est le plus grand bâtiment de la ville et ils y seront en sécurité. Lena demande pourquoi, et la jeune femme explique que la cathédrale dispose d'un système de défense basé sur une barrière de lumière. Elle leur demande aussi de réfléchir un peu à ce qu'elles ont fait au théâtre, bien que ce ne soit pas le moment idéal pour discuter de cela. Elles doivent maintenant la suivre pour comprendre ce qui se passe réellement. Un épais brouillard se répand et semble se diriger vers le centre du lac. Chapeau Fleuri leur demande de monter dans la gondole pour enquêter. La barrière de la cathédrale est complètement activée, et il semble que le responsable de tout cela soit cet homme. Pourtant, même lui ignorait que la cathédrale disposait d'un système de protection aussi sophistiqué. Pendant ce temps, le protagoniste s'entraîne sans relâche avec l'aide d'Ayla. Monica, de son côté, continue de fabriquer son épée. Eva lui a même apporté tous les matériaux nécessaires pour poursuivre son travail. Pourtant, il s'inquiète qu'elle se surmène trop. Elle lui répond que c'est normal, car la dernière épée qu'elle a fabriquée pour Light s'est brisée, et elle ne veut pas que cela se reproduise. Eva mentionne qu'elle a vu Light s'entraîner en courant partout comme un poulet, et Monica lui explique que cela fait partie de son programme de réhabilitation. Cependant, cela ne se passe pas très bien, car il s'est à nouveau blessé. Malgré cela, elle admire sa détermination à poursuivre ses rêves. Lena demande à la fille aux cheveux verts ce qui se passe, et celle-ci explique que quelqu'un a ouvert des portails de miasmes d'où surgissent les monstres. Dratna trouve cela étrange, car la pierre des fées était censée protéger la ville. Pourtant, elle semble maintenant faire tout le contraire. La jeune femme aux cheveux verts suppose que quelqu'un a modifié son pouvoir de répulsion en un pouvoir d'attraction. Dratna demande ce qu'elle compte faire, et elle répond qu'il n'y a qu'une seule solution, détruire la pierre des fées. Dratna trouve cela insensé, car cette pierre est vénérée depuis des siècles et considérée comme la protectrice de ces terres. La fille aux cheveux verts en est consciente, mais elle estime que c'est le seul moyen d'empêcher le miasme d'envahir toute la région. Dratna ne peut pas supporter cela, mais Chapeau Fleuri est surprise par son attitude, car elle pensait qu'elle se moquait du sort de la ville. Dratna répond que ce n'est pas pour la ville en soi, mais que sans la pierre, les danseuses perdront leur raison d'être. La fille aux cheveux verts insiste sur le fait qu'elle ne voit pas d'autre moyen de sauver la ville, si le miasme n'est pas éliminé, les monstres continueront d'affluer. Elle demande alors si quelqu'un a une meilleure idée, mais les filles restent silencieuses. Soudain, un homme apparaît, surpris d'entendre qu'elles envisagent de détruire la pierre sacrée du lac. Chapeau Fleuri lui demande s'il est responsable de tout ce qui se passe, mais il préfère se définir comme l'âme de la fête. Immédiatement après, il invoque un énorme monstre aux intentions clairement hostiles. Maintenant, elles savent qu'il est bel et bien coupable. Lena se précipite pour attaquer la créature, mais elle est projetée au loin. Elle profite néanmoins de cet élan pour porter un coup au mystérieux ennemi. Cependant, un autre individu apparaît, ce qui signifie que le premier n'était qu'un leurre. Lena lui demande ce qu'il cherche dans cette ville. Il se présente alors comme Argos, un disciple chargé de la vengeance. Sa mission est d'exterminer les espèces inférieures et pécheresses pour récupérer cette terre. Pour cela, il a invoqué de puissants démons et jure qu'ils paieront de leur vie pour avoir interféré dans sa mission. La fille aux cheveux verts refuse de le laisser faire et ordonne à tout le monde de se concentrer sur la destruction immédiate de la pierre sacrée pour empêcher l'arrivée de nouveaux ennemis. Le problème, c'est que sur l'eau, elles sont en net désavantage, car elles ne peuvent pas se déplacer aisément. La seule qui le peut est Dratna avec son monstre volant, à moins que la petite créature sauvée par Lena ne crée des plateformes de cristal, leur permettant ainsi de progresser pour stopper Argos. Ce dernier ne compte pas les laisser toucher à la pierre, mais Chapeau Fleuri lui rappelle quel est son adversaire. Il l'attaque alors, ce qui inquiète beaucoup la blonde, mais Johan la rassure, sa chef est extrêmement puissante. Argos révèle qu'il sait tout d'elle, son rang, son lieu de résidence, sa capacité de l'œil de l'érudit, et bien plus encore. Il se moque de son pouvoir d'investigation, qu'il juge inutile contre lui. Cependant, la fille aux cheveux verts active un sort et lui rappelle qu'il existe des livres interdits et fascinants qui octroient des techniques secrètes à leurs lecteurs. Elle lui demande s'il connaît la magie Grimaud, mais il ne répond pas. Elle explique qu'il existe 48 volumes scellés dans la cité sacrée parce qu'ils sont trop dangereux. Bien sûr, elle y a librement accès. Elle active alors plusieurs sorts issus de ces grimoires et se réjouit elle-même de leur puissance. Argos commence à souffrir sous les assauts, alors il invoque davantage de monstres pour l'éliminer. Chapeau Fleuri déclenche une capacité de prison pour capturer les créatures et donner l'avantage aux filles afin qu'elles détruisent la pierre. Dratna lui rappelle qu'en faisant cela, la ville ne sera plus protégée. Lena ne sait plus quoi penser ni quoi faire. La fille aux cheveux verts précise que la destruction de la pierre n'est pas un ordre, elle doit choisir ce qu'elle juge juste. Lena pense à ce que ferait le protagoniste dans cette situation, persuadée qu'il trouverait une autre solution. Mais il n'est pas là. Elle doit assumer seule la responsabilité de ce qu'elle s'apprête à faire. Puis, elle détruit la pierre des fées. Ce n'était pas prévu dans les plans d'Argos, mais il estime que le moment est venu. Un portail s'ouvre et l'eau du lac commence à s'élever.
Argos invoque alors le dieu aquatique des origines et l'implore de se réveiller de son long sommeil. Un instant plus tard, une créature terrifiante apparaît. Il s'agit apparemment d'un dragon maléfique, une menace colossale pour tous. Dratenna échappe de justesse à l'attaque, mais la ville est touchée de plein fouet. La fille aux cheveux verts demande à tout le monde de garder son calme, car heureusement, les civils ont été évacués bien plus tôt. Pourtant, ce qui inquiète le plus Dratenna, c'est que le théâtre a été entièrement détruit. Argos se moque d'eux et leur annonce qu'ils sont condamnés. Dans quelques minutes, la ville sera réduite en poussière. Dratenna ne sait pas comment ils sont censés vaincre une telle menace, mais Léna lui demande de prêter sa force pour protéger la ville. La rousse ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais en voyant la main tremblante de la blonde, elle accepte de coopérer. Toutefois, elle doute qu'il puisse s'en sortir vivant. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, la tension est extrême, avec des raids aériens incessants. Un jeune garçon serre un livre contre lui, murmurant l'espoir qu'un sauveur apparaisse. De retour sur le champ de bataille principal, Yuan et la fille au chapeau combattent côte à côte. Yuan utilise ses capacités pour trancher l'ennemi monstrueux. La chef, épuisée, s'effondre, mais Yuan la rattrape avant qu'elle ne touche le sol et lui intime de ne pas se surmener. Pendant ce temps, le dragon bombarde la ville avec des missiles assourdissants, secouant tout le pays. L'équipe cherche désespérément un moyen d'arrêter ces attaques. La seule solution pour protéger la ville est de vaincre le dragon maléfique. Léna demande à Dratenna d'immobiliser le dragon pendant 10 secondes. Un plan est rapidement mis en place. Dratenna utilise ses pouvoirs pour contrôler les morts-vivants et les fusionne en une créature massive, capable de retenir le dragon juste assez longtemps. Léna bondit alors avec une vitesse fulgurante et saute haut dans les airs. Elle vise le cou du dragon, seul endroit dépourvu d'écailles. D'un coup précis et tranchant, elle lui sectionne la tête. Mais soudain, le contrôleur pervers éclate de rire. Le dragon se relève, encore plus puissant. Il anéantit la créature de Dratenna dans une explosion spectaculaire. Le contrôleur proclame avec arrogance que ce dragon ne peut être vaincu par une simple épée. Il fusionne alors avec la tête du monstre et intensifie son assaut, lançant des bombes encore plus dévastatrices sur la ville. À cet instant, la fille au chapeau feuillette frénétiquement son livre et alerte Léna et Dratenna. Le dragon maléfique a fusionné avec un être nommé Argos, une créature dotée d'une puissance capable de détruire le monde entier. Elle réfléchit rapidement à une solution et commence à formuler une hypothèse concernant la pierre des fées et l'origine de l'invocation des monstres. Ces paroles attirent l'attention d'Argos, qui, se sentant menacé, décide de l'éliminer en priorité. Il déclenche une attaque massive contre elle, mais elle riposte avec un puissant sort de feu démoniaque. L'affrontement est intense, mais le dragon finit par prendre l'avantage. Yuan intervient alors, la saisit au dernier moment et l'éloigne du danger. La boule de feu dévie, et grâce à son agilité, il utilise sa corde pour les projeter tous les deux en sécurité. Il réalise cependant qu'il se trouve désormais à 500 mètres du champ de bataille principal. Pendant ce temps, le dragon dirige une attaque dévastatrice contre Léna et Dratenna. Léna active immédiatement un sort de bouclier puissant, qui bloque l'attaque. Cependant, la force écrasante du dragon finit par la projeter dans les montagnes, brisant son bouclier sous l'impact. Léna pousse un soupir de soulagement, reconnaissante que la ville soit intacte après cette attaque. Pourtant, son poing se serre alors qu'elle se plonge dans ses pensées. La dernière fois, elle n'a pas réussi à toucher le dragon, son épée s'était brisée. À présent, il se tient juste devant elle. Fuir n'est pas une option, car il anéantirait toute la ville. L'affronter devient une nécessité, même si cela signifie mourir ici. Si tel est son destin, elle tombera en martyr, défendant sa terre et son peuple. Le dragon frappe de nouveau, mais Léna refuse d'abandonner. Elle bondit dans les airs, prête à intercepter l'attaque. Soudain, une lumière intense émane de la créature. Léna, saisie par la surprise, sent quelque chose pénétrer son esprit. Une voix résonne dans sa tête, prononçant un serment de protection absolue envers cette ville. Son souffle se coupe. S'agit-il d'un souvenir d'un héros du passé? La réponse demeure inconnue, mais un phénomène extraordinaire se produit sous leurs yeux. Une immense sphère de lumière se forme, et dans un éclair fulgurant, Léna tranche, sectionnant le bras du dragon. La bête hurle de douleur. Yuan et la fille au chapeau observent, stupéfaits. La compétence de l'épée sacrée semble avoir évolué. Une transformation s'opère chez Léna, faisant apparaître des ailes dans son dos. Pendant ce temps, la sainte observe la bataille à travers son écran. Ses yeux s'écarquillent face à l'énorme cristal qui se manifeste sous ses yeux, un phénomène inédit pour elle. De retour sur le champ de bataille, Dratenna contemple Léna avec admiration et évoque une ancienne légende, celle d'Athina, le roi des fées. La fille au chapeau, vibrante d'excitation, exprime son désir de voir cela de plus près, incitant Yuan à l'emmener vers l'affrontement. Léna flotte dans une aura jaune luminescente, ressentant une puissance incommensurable envahir son corps. Une force mystérieuse la guide, lui enseignant la maîtrise de cette énergie. D'un coup puissant, elle projette le dragon comme s'il ne pesait rien. La foule acclame alors qu'elle parvient à trancher ses deux bras. Face à cette situation, Argos, pris de panique, ordonne au dragon de détruire la barrière de la cathédrale.
La créature lance une attaque directe, mais Lena l'intercepte à la dernière seconde et tranche l'attaque elle-même. Prenant de la hauteur, elle serre fermement son épée et l'abat d'un coup net dans le corps du dragon. Dans un fracas assourdissant, la bête s'écrase dans la mer, définitivement vaincue. Lorsque la poussière retombe, le cœur d'Argos continue pourtant de battre. Une rage intense se lit sur son visage à l'idée d'avoir été vaincu par une jeune fille. Lena pointe son épée vers lui et exige qu'il révèle tout ce qu'il sait. Le regard d'Argos s'assombrit alors que son esprit se remplit d'interrogations. L'intervention de la Sainte dans cette bataille lui semble suspecte. S'est-il fait manipuler comme un simple appât? D'un geste rapide, il active une capacité inconnue et disparaît dans les airs. Lena prend une profonde inspiration, ressentant l'épuisement s'abattre sur elle. La bataille a été éprouvante. Son épée retrouve progressivement sa forme normale, tandis que ses ailes disparaissent. L'entité mystérieuse qui l'a soutenue demeure à ses côtés. Dratna se précipite pour vérifier son état, bientôt rejointe par la fille au chapeau, rayonnante de fierté. La scène change alors pour révéler Light en plein entraînement intensif. Après avoir achevé sa 100e répétition, Ayla s'approche avec un plateau repas. Sans attendre, il dévore son contenu avec une voracité impressionnante avant de reprendre son entraînement. Pendant ce temps, Monica, son amie forgeronne, travaille sans relâche aux côtés de son père pour lui confectionner une nouvelle épée. Malgré la fuite de l'ennemi, Chapeau Fleuri félicite les filles pour leur excellent travail. Elle leur demande si le nom de l'homme était bien Argos, car il a laissé tomber son talisman. Il s'agit en réalité d'un talisman de l'ancienne civilisation Zerem. Chaque motif possède un effet similaire à une capacité et il n'en existe que quelques dizaines dans le monde. Johan demande la signification de la chauve-souris inversée, et elle répond que cela symbolise l'inversion. Par exemple, il a utilisé le pouvoir du talisman pour annuler la purification de la pierre, puis a employé le miasme accumulé pour invoquer des monstres, y compris le dragon. Lena est impressionnée par les connaissances de Chapeau Fleuri, qui décide de garder le talisman en tant qu'experte. Les filles demandent si le danger est écarté, et Chapeau Fleuri confirme, mais elles s'interrogent désormais sur la force qui a permis à Lena de voler soudainement. La blonde pense que la créature s'est transformée en aile et en épée, mais Dratna n'y croit pas. À cet instant, la pierre des fées commence à briller et un homme apparaît, il s'agit exactement de celui que Lena a vu dans ses visions. C'est le roi des fées, Obel. Il explique que cette forme n'est qu'une pensée tangible qu'il a laissée derrière lui, une sorte d'illusion. Dratna lui demande s'il est celui qui a donné ses pouvoirs à Lena, mais Obel répond que non, du moins pas directement. C'est Cyrondole qui a partagé avec elle le pouvoir qu'il avait accordé à son espèce. Cyrondole est la licorne scellée dans la pierre des fées. Lena explique qu'elle a eu des visions du passé en recevant ce pouvoir. Obel confirme, c'était lors du combat contre les démons, qui a failli échouer. Le terrain où ils ont remporté la victoire est devenu stérile, mais Cyrondole s'est volontairement scellé dans une pierre pour y diffuser la vie. C'est ainsi qu'il a perduré jusqu'à aujourd'hui. Conscient de son destin, il avait envoyé un double à l'extérieur. En d'autres termes, c'est ce double qui a transmis son pouvoir à Lena pour vaincre l'ennemi. Obel le remercie, car Cyrondole serait heureux de cette conclusion. Son rôle accompli, il retournera au vent, son but ayant été atteint. Obel observe les terres, désormais fertiles et prospères, et trouve un sens aux batailles qu'ils ont livrées contre les démons. Il précise que désormais, tout repose sur les humains, car lui et son peuple ont rempli leur devoir. Avant de partir, il fait une dernière requête, voir la danse des fées une dernière fois. S'ils acceptent, il pourra partir en paix en emportant ce souvenir ancestral. Dratna accepte malgré le contexte tendu après les récents événements en ville. Lena la soutient, et la rousse lui fait remarquer qu'elles devront danser ensemble, puisqu'elles portent déjà les tenues adéquates. La foule observe tandis que les danseuses se préparent, et les musiciens, comprenant l'importance du moment, décident de jouer pour elle. Bien que Lena ne connaisse pas la chorégraphie, elle parvient à bien imiter les mouvements. Parmi les spectateurs, quelqu'un reconnaît la rousse comme étant la fille illégitime des Belbury, mais un autre lui demande de ne pas l'appeler ainsi. Après tout, elle a affronté l'ennemi pour protéger toute la ville et réalise une danse magnifique. Lena s'éloigne légèrement de Dratna, expliquant qu'elle veut aussi observer la danse. La foule est émerveillée par la prestation. Peu après, la pierre des fées se pulvérise, et Dratna ne peut retenir ses larmes. Obel la remercie pour cette belle danse. Lena le félicite en retour, mais la rousse lui rappelle qu'elle a également très bien dansé, malgré son manque de préparation. Obel ajoute que bien que Cyrondole ait disparu, son esprit et ses souvenirs subsisteront dans son double, lui donnant une nouvelle vie. La jeune femme au chapeau est excitée à cette idée et veut expérimenter avec lui, mais Lena s'y oppose. Obel demande à la blonde de l'emmener avec elle et de lui faire découvrir le monde. Il est certain qu'il adorera parcourir les plaines et sentir le vent sur son corps. En échange, ses ailes et son épée deviendront le nouveau pouvoir de Lena. Cette dernière, ravie, décide de lui donner un nouveau nom, en hommage à l'ancien, elle l'appellera désormais Cyron. Maintenant qu'Obel peut partir en paix, Lena s'effondre soudainement, épuisée par l'utilisation excessive de son pouvoir. Elle se réveille plusieurs heures plus tard, dans un lit, au coucher du soleil. Peu après, elle retrouve ses compagnons,
qui lui explique qu'ils sont à l'hôtel Su. Son utilisation intensive du pouvoir l'a laissée inconsciente toute la nuit et toute la matinée, et elle ne se réveille qu'en fin d'après-midi. Environ 20 heures de sommeil. Un employé de l'hôtel remercie Lena, car sans elle, la ville n'aurait pas survécu. Il mentionne également que la Sainte Sœur a envoyé une escouade et des armes pour aider la ville, ce qui tend l'atmosphère, car une telle assistance est inhabituelle. L'employé précise que tout a été livré ce jour même par l'Oiseau Noir. Sans la pierre des fées, les habitants devront désormais se défendre contre les monstres de la région, et cette aide arrive à point nommé. Une fois l'homme parti, le groupe trouve la situation étrange, mais Dratna ne voit rien d'anormal. Pour elle, la Sainte Sœur ne fait qu'aider. La jeune femme aux cheveux verts fait remarquer que, même si elle a été informée rapidement, il est impossible que les armes de la cité sacrée soient arrivées ici en une seule journée. Il est probable que tout ait été préparé à l'avance. Johanne demande alors si elle insinue que la sœur sacrée savait que la pierre allait être détruite. La jeune femme aux cheveux verts pense que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Elle demande si elles connaissent la capacité de la religieuse, et Lena répond que oui, qu'il s'agit d'évaluation. La jeune femme au chapeau explique que, officiellement, c'est vrai, mais que les chefs de la guilde pensent que la sœur sacrée possède un pouvoir lié à la prémonition. Cela signifie qu'elle peut voir un fragment du futur, ce qui expliquerait pourquoi on l'appelle sœur sacrée, car ce don est pratiquement un cadeau du ciel. Les filles ne comprennent pas bien, car lorsqu'elles ont mangé leurs fruits, la sœur sacrée a pu immédiatement identifier les pouvoirs qu'elles avaient obtenus. La jeune femme au chapeau suppose alors qu'elle ne les a peut-être pas évalués, mais qu'elle a su leur capacité grâce à sa prémonition. Cette information est évidemment confidentielle, mais elle a jugé nécessaire de la leur révéler. En repensant à l'épisode du dragon et à la destruction de la pierre féerique, ces événements n'ont aucun précédent et se sont produits récemment. Et, par coïncidence, Dratna et Lena se sont retrouvés au centre de tout. La jeune femme blonde suppose alors que la religieuse a peut-être relié tous ces éléments pour arriver à cette conclusion. Peut-être que tout ce qui s'est passé fait partie d'un plan bien plus vaste. Dratna refuse d'y croire, mais la jeune femme aux cheveux verts lui demande jusqu'à quand elle continuera à se laisser manipuler comme un simple pion par la sœur sacrée. Quoi qu'il en soit, elle s'en moque, car à partir de maintenant, elle gardera un œil sur elle pour des raisons de sécurité. Lena accepte, affirmant qu'elle ne laissera pas la religieuse utiliser son destin et celui de ses amis à son propre avantage. Dratna les suivra aussi, mais précise qu'elle ne sera pas forcément leur alliée. Elle compte rester neutre et décider plus tard quel camp soutenir. La jeune femme aux cheveux verts comprend cette position, mais elle sait aussi que la relation entre Dratna et la sœur sacrée va devenir très tendue dans un futur proche. Lena annonce qu'avant de partir, elle veut aider à reconstruire Athina. Après tout, lorsqu'elle a détruit la pierre, elle s'est engagée à en assumer la responsabilité. Comme la jeune femme aux cheveux verts souhaite prendre quelques jours de repos, elle accepte et leur dit qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent durant cette période. De l'autre côté de l'histoire, elle prépare le plat préféré du protagoniste, une pizza. Pendant ce temps, ce dernier s'entraîne sans relâche, sachant qu'il doit devenir plus fort et maîtriser sa nouvelle capacité liée au feu. Heureusement, il est maintenant totalement rétabli. Soudain, une étrange lueur apparaît. Il s'agit d'un message lumineux de Lena. En conversant avec elle, le héros lui explique qu'ils étaient venus commander une nouvelle épée, mais qu'ils ont fini par affronter Zamdo, un homme possédant des pouvoirs électriques. Lena est soulagée d'apprendre qu'ils vont bien, mais leur annonce qu'elle a encore beaucoup à faire et qu'elle ne pourra pas les rejoindre immédiatement. Elle leur promet qu'elle reviendra dès que son objectif sera atteint. Light lui demande de ne pas s'inquiéter, car lui et ses compagnons s'occuperont de certaines affaires en attendant. Comme cette lumière communicatrice a un temps limité, Lena leur fait la promesse de revenir bientôt et leur demande de l'attendre. Le héros comprend et lui annonce qu'en attendant, ils vont se charger d'une mission de rang S. De son côté, la sœur sacrée estime que tout se déroule comme prévu. À présent, l'étape suivante est la forêt dormante, et elle doit s'occuper au plus vite du maître des fruits. Le jeune homme aux cheveux bleus lui demande si c'est parce qu'il pourrait interférer avec son objectif de modifier le destin, mais elle lui ordonne immédiatement de ne pas parler de cela. En dehors de cette pièce, la religieuse est consciente que les événements à venir seront cruciaux. Elle fera donc tout pour ne pas commettre d'erreur. Pendant ce temps, Monica termine enfin de forger Flambée, la nouvelle épée du héros. Il ne pourrait pas être plus heureux. Mais ce n'est pas tout, elle lui a également fabriqué une tenue encore plus performante que la précédente. Light est très reconnaissant, surtout en sachant qu'elle était déjà très occupée avec la reconstruction de son atelier. Mais Ival intervient pour lui rappeler que, sans son aide, l'atelier aurait été totalement détruit. Avec tout cela réglé, le héros sent qu'il est temps de partir. Il est cependant surpris d'apprendre que Monica veut les accompagner. Elle explique qu'en l'observant combattre, elle a remarqué quelque chose d'important. Pour lui forger une épée parfaite, elle doit le connaître davantage et voir comment il utilise Flambée. En réalité, cette épée n'est qu'un prototype, et il reste encore un long chemin avant d'atteindre la version idéale. Light accepte volontiers qu'elle les accompagne, ce qui rend non seulement Monica heureuse, mais aussi sa famille, qui sait que c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ainsi, ses trois compagnons s'apprêtent à vivre de nouvelles aventures,
et le héros est prêt à graver son nom dans l'histoire comme le plus grand aventurier de tous les temps.